Chaque soir, le millionnaire apparaissait dans le même café. La serveuse pensait que c'était seulement pour le gâteau. Mais une phrase a tout changé. « Je ne viens pas pour le dessert ». Ce qu'il a révélé a fait battre son cœur à toute vitesse. Que pensez-vous qu'il va se passer dans cette histoire? Commentez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne en nous disant de quelle ville vous nous suivez. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. Dans les nuits silencieuses de Collioure, quand les pavés historiques reposaient sous la rosée, le café Méditerranée demeurait comme un phare allumé au milieu de l'obscurité. Niché entre des maisons anciennes, le petit établissement était le seul à garder ses portes ouvertes toute la nuit, servant de refuge aux pêcheurs qui partaient tôt en mer, aux touristes insomniaques et aux habitants dont les pensées étaient trop lourdes pour dormir. C'était précisément à 1h15 du matin, avec la ponctualité d'une horloge suisse, que Thomas Rivière apparaissait à la porte. Homme d'une quarantaine d'années, aux cheveux gris prématurés, lunettes de lecture accrochées à la poche de sa chemise, toujours bien repassées, même à 7 heures. Peu importait si le ciel s'effondrait en tempête ou si la chaleur de l'été, un Méditerranéen châtiait la ville. Il ne manquait jamais son rendez-vous nocturne. Comme d'habitude, monsieur Thomas, demandait Rachel Dupont, la serveuse du service de nuit, bien qu'elle connût déjà la réponse. D'un geste automatique, elle plaçait déjà la tasse pour le café noir sans sucre et coupait une part de gâteau de maïs encore tiède. « Oui, merci », répondait-il invariablement avec un sourire poli, mais distant, comme si une partie de lui était ailleurs, dans un autre lieu, à une autre époque. Thomas choisissait toujours la même table, près de la fenêtre qui donnait sur la mer. De là, il observait le mouvement doux des vagues et le ciel étoilé, tout en écrivant dans un carnet à couverture noire. Personne ne savait exactement ce qu'il écrivait tant, mais tous respectaient son espace et sa solitude. C'était presque un accord tacite entre les habitués nocturnes. Ce coin lui appartenait, comme s'il faisait partie du mobilier du café. Rachel, avec ses 30 ans tout juste accomplis, travaillait de nuit par choix personnel. Elle trouvait que le silence de la nuit lui donnait l'espace pour penser, pour échapper aux regards et commentaires qui la poursuivaient depuis qu'elle était revenue dans sa ville natale 2 ans auparavant. Avant cela, elle avait été une artiste plasticienne prometteuse à Paris, avec des œuvres qui commençaient à gagner de la reconnaissance dans les galeries de Montmartre, jusqu'à ce que tout s'écroule en une seule nuit. « Vous ne mettez jamais de sucre dans votre café », remarqua-t-elle lors d'une nuit particulièrement silencieuse, quand seul Thomas occupait l'établissement. C'était la première fois qu'elle brisait le protocole de discrétion qu'elle maintenait avec lui. Thomas leva les yeux de son carnet, légèrement surpris par cette observation. « J'ai appris à apprécier l'amertume », répondit-il, fermant lentement son carnet. Parfois, les choses les plus authentiques de la vie n'ont pas besoin d'être adoucies. Rachel acquiesça, comprenant plus qu'il ne l'imaginait. Comme votre gâteau de maïs, vous le préférez sans nappage, sans glaçage, juste le gâteau. Exactement. Thomas l'observa avec plus d'attention pour la première fois. Il remarqua les taches de peinture bleue presque imperceptibles sur ses doigts fins, le regard observateur qui semblait cataloguer chaque détail alentour. « Vous n'êtes pas seulement serveuse, n'est-ce pas ?» Elle hésita, se sentant soudain exposée. « Qu'est-ce qui m'a trahi? Les taches de peinture? La case et la façon dont vous observez les gens. Vous les regardez comme si vous étudiiez des formes, des contours. C'est un regard d'artiste. » Ce commentaire la désarma. Cela faisait longtemps que personne ne la voyait ainsi, comme une artiste. C'était un titre qu'elle-même avait abandonné. « Je peignais autrefois », admit-elle à voix basse, « mais c'était dans une autre vie. » La conversation aurait pu s'arrêter là, chacun retournant à son silence confortable. Mais cette nuit-là, le ciel de Collioure s'effondra en une tempête violente, de celles qui font avancer la mer sur les rues pavées et transforment les trottoirs en petites rivières. Thomas, qui normalement partirait à 3 heures précises, resta au café, observant la furie de la nature par la fenêtre. « Je crois que nous sommes coincés ici pour le moment », commenta Rachel, plaçant une tasse de chocolat chaud devant lui sans qu'il l'ait demandé. Offert par la maison. Des nuits comme celle-ci appellent quelque chose de plus réconfortant que du café. Thomas accepta la boisson avec un signe de remerciement. L'orage avait coupé l'électricité de la ville et le café n'était éclairé que par quelques bougies et lampes à huile stratégiquement positionnées, créant une atmosphère presque magique. « Vous avez toujours travaillé ?»« Ici. »
demanda-t-il, brisant sa propre règle de ne pas initier de conversation. Non, je suis revenu à Collioure il y a 2 ans. Avant, je vivais à Paris. J'essayais d'être artiste. Elle accentua le mot « essayait » avec une note d'amertume. Et vous? Vous avez toujours vécu à Collioure? Non, je suis arrivé il y a 3 ans. Je suis venu fuir le bruit de Paris. Il hésita, comme s'il choisissait soigneusement ses mots. J'avais besoin d'un endroit plus tranquille pour élever ma fille. Vous avez une fille? La surprise était authentique. En 2 ans à observer Thomas, Rachel ne l'avait jamais vu accompagner. Marine, elle a 9 ans maintenant. Et elle reste seule pendant que vous venez ici au milieu de la nuit? Un sourire triste traversa le visage de Thomas. Non, ma voisine, Madame Zoé, reste avec elle quand j'ai besoin de sortir. Mais Marine dort déjà à cette heure. Je rentre toujours avant qu'elle ne se réveille. Un éclair traversa le ciel, illuminant brièvement le visage de Thomas. Dans cet instant fugace, Rachel vit quelque chose qui l'intrigua. Une expression de douleur profonde, de celle que le temps ne parvient pas à effacer complètement. Pourquoi venez-vous toujours ici à la même heure? La question s'échappa avant qu'elle ne puisse la retenir. Thomas resta silencieux si longtemps que Rachel pensa qu'il ne répondrait pas. Quand il parla enfin, sa voix était chargée d'émotion. Ce café, c'est là que j'ai rencontré ma femme, Isabelle. Elle était professeure d'histoire, spécialisée dans la période médiévale. Elle est venue à Collioure pour une recherche sur les anciens vignobles de la région. J'écrivais mon 2e roman. Il fit une pause, buvant une gorgée de chocolat. Elle est entrée dans ce café à 1h15 du matin, trempée par la pluie, exactement comme il pleut maintenant. La coïncidence fit frissonner Rachel. Et maintenant, vous venez ici toutes les nuits à la même heure. Pour me souvenir, pour ne pas oublier. Il respira profondément. Pour, d'une certaine façon, la maintenir en vie. Le silence qui suivit avait du poids, de la densité. Pour la première fois, Rachel comprit que l'homme solitaire de la table du coin portait bien plus qu'un carnet de notes. Il portait toute une histoire d'amour et de perte qui refusait de se terminer. « Elle aimait le gâteau de maïs ?» demanda Rachel doucement. Les yeux de Thomas brillèrent de larmes contenues. « Comment le savez-vous? C'est le seul gâteau que vous mangez, et vous semblez toujours ritualiser ce moment. » Cette nuit orageuse, les murs qu'ils avaient, tous deux construits autour d'eux, commencèrent silencieusement à s'effondrer. Ils ne le savaient pas encore, mais cette conversation serait le premier pas d'un voyage qui changerait leur vie pour toujours. De l'autre côté de la ville, protégée de la tempête, la petite Marine se réveilla en sursaut dans sa chambre. Elle regarda la photographie sur sa table de chevet, une femme souriante aux cheveux bouclés, et murmura « Maman, je crois que papa va enfin rencontrer quelqu'un qui nous comprend. » Après la nuit de la tempête, quelque chose de subtil avait changé dans la routine du café Méditerranée. Thomas continuait d'arriver ponctuellement à 1h15 du matin, s'asseyant à la même table près de la fenêtre, mais maintenant, il échangeait quelques mots avec Rachel, au-delà de la commande habituelle. C'étaient des conversations brèves, sur la météo, sur la ville, sur les touristes qui inondèrent Collioure pendant les festivals littéraires. Rien de profond, mais c'était déjà un début. Ce que Thomas ne savait pas, c'est que Rachel avait commencé à porter une attention particulière au gâteau de maïs. Elle avait étudié la recette ancienne que Madame Constance, propriétaire du café, gardait précieusement. Elle avait appris à donner la consistance exacte à la pâte, à la laisser reposer le temps nécessaire pour qu'elle reste humide à l'intérieur et légèrement croustillante à l'extérieur. C'était sa façon silencieuse de dire qu'elle comprenait la signification de ce rituel pour lui. Un matin de samedi, alors que Rachel sortait de son service de nuit, fatiguée mais satisfaite d'avoir finalisé une nouvelle fournée de gâteaux, elle tomba sur une scène inhabituelle sur la place centrale de Collioure. Une petite fille aux cheveux bouclés, attachée en 2 tresses désalignées, assise sur un banc dessinant avec concentration dans un carnet très semblable à celui de Thomas. Elle n'eut pas besoin de beaucoup d'imagination pour savoir qui c'était. « Tu es Marine, n'est-ce pas ?» demanda Rachel, s'approchant avec précaution. La fillette leva les yeux méfiante. Elle avait les mêmes yeux brun-vert que son père, mais il y avait quelque chose de différent en eux, une curiosité vive que Thomas semblait avoir perdue. « Comment connaissez-vous mon nom ?» La voix enfantine portait une gravité précoce. « Ton père fréquente le café où je travaille. » L'expression de Marine se transforma immédiatement.
Vous êtes la dame du café de nuit? Celle qui fait le gâteau de maïs qu'il rapporte parfois à la maison? Rachel sourit, surprise d'être reconnue. C'est bien moi. Rachel. Papa dit que vous faites le gâteau exactement comme... Marine s'arrêta, mordant sa lèvre inférieure, comme si elle en avait trop dit. Comme votre mère le faisait, compléta Rachel gentiment. La fillette acquiesça, soudain timide. Elle ferma son carnet de dessin, mais pas avant que Rachel ne puisse entrevoir ce qui semblait être le portrait d'une femme aux cheveux bouclés, souriante. « Je peux voir ce que tu dessines ?» demanda Rachel, s'asseyant à côté d'elle sur le banc. Après un moment d'hésitation, Marine rouvrit son carnet. C'était en effet un portrait de sa mère, fait avec une habileté surprenante pour une enfant de 9 ans. Les proportions, l'expression, les détails du visage, tout était capturé avec une sensibilité artistique impressionnante. « Tu as beaucoup de talent », commenta Rachel sincèrement admirative. « Tu dessines depuis longtemps ?»« Depuis toujours. Papa dit que je tiens ça de maman. Elle aussi dessinait. » Marine tourna quelques pages du carnet, montrant d'autres dessins. La place de Collioure, la mer des bateaux de pêcheurs, la maison où ils habitaient. « Mais papa n'aime pas trop quand je dessine maman. Ça le rend triste. » « C'est difficile pour lui, dit Rachel, prudente avec ses mots. Parfois, quand on aime beaucoup quelqu'un et que cette personne part, même les bons souvenirs peuvent faire mal. Mais je ne veux pas oublier comment elle était, protesta Marine avec une détermination qui surprit Rachel. J'ai peur de me réveiller un jour et ne plus me souvenir de son visage, de sa voix. La sincérité de cet enfant toucha Rachel profondément. Je peux te confier un secret ? Les artistes ont un super pouvoir. Nous pouvons garder des personnes et des moments pour toujours à travers l'art. Chaque fois que tu dessines ta Khmer, tu la maintiens vivante d'une façon spéciale. Les yeux de Marine brillèrent. Vous aussi, vous êtes artiste. Rachel hésita. Je l'étais. Maintenant, je suis plutôt une serveuse qui griffonne parfois quelques trucs. Pourquoi? La question directe, typique des enfants, prit Rachel au dépourvu. Comment expliquer à une fillette de 9 ans le rejet, l'échec et la cruauté du monde artistique? Disons que j'ai perdu courage, répondit-elle finalement. Parfois, les adultes aussi ont peur de certaines choses. Mon père a perdu le courage d'écrire, dit Marine avec une sagesse au-delà de son âge. Il était célèbre, vous savez. Il écrivait de beaux livres. Je les ai tous cachés sous mon lit, parce qu'il a rangé les exemplaires au grenier et pense que je ne sais pas. Cette révélation intrigua Rachel. Ton père est écrivain? Il l'était, Thomas Rivière. Vous n'avez jamais entendu parler de lui? Le nom prit enfin sens dans l'esprit de Rachel. Thomas Rivière, auteur de Marée de septembre et Le silence des coquillages, des romans acclamés par la critique qui avaient marqué la littérature française contemporaine. 5 ans plus tôt, au sommet de sa carrière, il avait simplement disparu de la scène littéraire, ignorant prix, invitations à des conférences et les appels des lecteurs pour de nouveaux livres. « J'ai tous ces livres », confessa Rachel, se souvenant de la pile de romans qu'elle gardait dans son petit appartement à l'arrière du café. « Je n'aurais jamais imaginé qu'il était votre Thomas du café. »« Il n'aime pas que les gens le sachent », expliqua Marine. « Quand nous avons déménagé à Collioure, il m'a demandé de ne jamais dire à personne qu'il était écrivain. Il a dit qu'il voulait être juste le père de Marine ici. » À ce moment, la cloche de l'église sonna 9 fois, annonçant « L'heure ?» Marine se leva d'un bond. « Je dois y aller. Papa va bientôt se réveiller et il ne doit pas savoir que je suis sortie seule pour dessiner sur la place. Ce sera notre secret, » promit Rachel. « Mais fais attention en te promenant seule dans la ville, même si Collioure est tranquille. » Marine sourit, un sourire qui illumina son visage d'une façon qui rappela à Rachel les photographies d'Isabelle qu'elle avait vues dans des reportages sur Thomas des années auparavant. « Vous pourriez m'apprendre à mieux dessiner ?» demanda la fillette hésitante. « J'ai des peintures à la maison, mais je ne sais pas bien les utiliser. » La demande sincère toucha quelque chose d'endormi en Rachel. « Peut-être, si ton père le permet. »« Il le permettra, » assura Marine avec une confiance surprenante. « Il vous aime bien. Il a dit que vous avez des yeux qui voient au-delà. » Avant que Rachel ne puisse traiter cette information, Marine courait déjà à travers la place, son carnet serré contre sa poitrine, ses tresses se balançant au vent du matin. Cet après-midi-là, alors qu'elle rangeait sa petite chambre à l'arrière du café Méditerranée, Rachel fut surprise par un coup à la porte. En ouvrant, elle trouva Thomas, paraissant mal à l'aise et en même temps déterminé. « Marine m'a raconté que vous vous êtes rencontrés ce matin. »
dit-il sans préambule, et que vous avez proposé des cours de dessin. Oui, mais j'ai dit que ce serait seulement si vous le permettiez, expliqua Rachel, nerveuse, à l'idée d'avoir franchi une limite. Elle a beaucoup de talent, Thomas. L'usage de son prénom, sans le habituel « monsieur » qui marquait, la distance entre eux au café ne passa pas inaperçue. « Je sais qu'elle en a », répondit-il, adoucissant son expression. « Elle tient ça de sa mère. Isabelle était architecte, mais sa véritable passion était le dessin à main levée, spécialement des constructions historiques. » Il y eut un moment de silence, chargé de souvenirs non partagés. « Je n'écris plus », dit Thomas brusquement. « Marine a dû vous le dire. Elle parle trop parfois. Elle vous admire beaucoup, elle garde vos livres comme des trésors. » Un sourire triste passa sur le visage de l'homme. « Je n'ai pas pu continuer après le départ d'Isabelle. Les mots ont simplement tari. »« Qu'écrivez-vous dans ce carnet toutes les nuits, alors ?» La question s'échappa avant que Rachel ne puisse la retenir. « Des lettres, » répondit Thomas après un long silence. « Des lettres à Isabelle. Des lettres qui ne seront jamais envoyées, jamais lues. C'est la seule chose que je parviens encore à écrire. » Cette confession, si intime et douloureuse, créa un nouveau lien entre eux. Rachel comprit alors que le rituel nocturne de Thomas au café était bien plus qu'un souvenir. C'était sa façon de maintenir un dialogue avec l'absence, de préserver la connexion avec la femme qu'il avait aimée. À propos des cours de dessin pour Marine, continua Thomas, changeant de sujet, je pense que ce serait bon pour elle. Elle a besoin d'une présence féminine dans sa vie. Quelqu'un qui comprenne cette sensibilité artistique héritée de sa mère et que moi, malgré tous mes efforts, je ne parviens pas à nourrir complètement. J'adorerais, répondit Rachel, sentant une responsabilité qui allait au-delà de simplement enseigner des techniques de dessin. Mais je dois être honnête avec vous, Thomas. Cela fait des années que je n'ai pas sérieusement touché à des pinceaux. Je ne sais pas si je suis la personne la plus adéquate. Vous êtes exactement la personne adéquate, interrompit-il, avec une certitude qui la surprit. Parce que vous comprenez ce que c'est d'avoir l'art endormi en soi. Peut-être pourrez-vous le réveiller l'une chez l'autre. Quand Thomas prit congé, promettant d'amener Marine pour la première leçon le lendemain après-midi, Rachel ferma la porte et s'y adossa, le cœur battant. Pour la première fois depuis des années, elle sentit un picotement au bout des doigts. Cette inquiétude familière qui, dans le passé, ne se calmait que lorsqu'elle transférait sur la toile les images qui bouillonnaient dans son esprit. Cette nuit-là, des heures avant que son service au café ne commence, Rachel ouvrit une boîte poussiéreuse qu'elle gardait sous son lit. À l'intérieur, des pinceaux durcis par le temps, des tubes de peinture desséchés, des palettes tachées, de couleurs depuis longtemps oubliées. Elle toucha chaque objet avec révérence, comme quelqu'un qui retrouve de vieux amis. Dans son appartement dans la partie historique de la ville, Thomas observait Marine dormir, le carnet de dessin encore serré contre sa poitrine. Sur la table, de chevet, un portrait d'Isabelle semblait sourire avec approbation. Pour la première fois en 3 ans, il se permit de penser que peut-être, juste peut-être, il y avait de la place dans leur vie pour autre chose que la nostalgie. La première leçon de dessin eut lieu sur la terrasse arrière du café Méditerranée, un espace petit mais accueillant que Madame Constance avait offert avec enthousiasme en apprenant le projet. La dame de 70 ans, avec ses cheveux blancs toujours attachés en un chignon impeccable, avait une affection particulière pour Rachel depuis qu'elle l'avait accueillie 2 ans auparavant, lui offrant non seulement un emploi, mais aussi la petite chambre à l'arrière de l'établissement. « Cette fille a besoin de recommencer à peindre », commenta Madame Constance à Thomas, tandis qu'ils observaient Rachel préparer le matériel pour la leçon. Depuis qu'elle est arrivée ici, elle porte une tristesse dans les yeux que seul l'art peut guérir. Thomas acquiesça, comprenant parfaitement ce que la dame voulait dire. Il reconnaissait en Rachel le même vide qu'il portait lui-même, le vide de quelqu'un qui abandonne sa vocation, qui fait taire sa propre voix. Marine arriva portant non seulement son carnet de dessin, mais aussi une boîte en bois sculptée, visiblement ancienne et bien entretenue. « Je l'ai trouvée au grenier, cachée derrière. »« Les livres de papa, » expliqua-t-elle, posant la boîte sur la table. Elle appartenait à maman. Rachel ouvrit la boîte avec précaution. À l'intérieur se trouvaient des pinceaux de haute qualité, des aquarelles importées, des crayons, de couleurs professionnelles, un ensemble complet qui révélait l'investissement d'Isabelle dans son art.
Votre mère était très talentueuse, commenta Rachel, manipulant le matériel avec révérence. Papa a dit que je peux les utiliser. Il a dit que maman aurait aimé qu'ils ne restent pas rangés pour toujours. Thomas, qui observait la scène à quelques pas de distance, sentit un nœud dans sa gorge. Cela avait été difficile d'ouvrir cette boîte, de toucher les affaires d'Isabelle, de sentir à nouveau l'odeur légère de lavande qui accompagnait toujours son matériel de dessin. Mais en voyant l'enthousiasme de Marine, il sut que c'était la bonne décision. « Je vais vous laisser tranquille », dit-il, percevant que sa présence pourrait inhiber sa fille. « J'ai quelques affaires à régler au centre-ville. » Ces affaires étaient en réalité une excuse. Thomas avait besoin d'espace pour traiter les changements qui commençaient à se produire dans sa vie soigneusement structurée. Depuis le départ d'Isabelle, il avait construit une routine qui, bien que douloureuse, était prévisible et sûre. Maintenant, avec l'entrée de Rachel dans leur vie, il sentait les fondations de cette sécurité trembler. Tandis qu'il marchait dans les rues pavées de Collioure, il rencontra par hasard Charles-Édouard, son ancien éditeur, qui passait des vacances dans la ville historique. « Je n'y crois pas. Thomas Rivière en chair et en os », s'exclama Charles, l'embrassant avec une joie sincère. « J'ai pensé que tu t'étais transformé en légende urbaine, mon vieux. 5 ans sans donner de nouvelles. » Thomas sourit embarrassé. « La vie a pris d'autres tournants, Charles. » « Et quel tournant? Le monde littéraire ressent toujours ton absence, tu sais. Le silence des coquillages, mais continue d'être réédité. Il en est à sa 20e édition maintenant. » La mention de son dernier roman publié apporta une vague de souvenirs. Il avait finalisé le manuscrit quelques semaines avant le diagnostic d'Isabelle et le lancement avait coïncidé avec les premiers traitements. Elle n'avait pas vécu assez longtemps pour voir le succès du livre. « Je n'écris plus », confessa Thomas, tandis qu'il s'asseyait dans un café sur la place centrale. « Je n'y arrive pas. » Charles étudia son ami avec des yeux perspicaces. « C'est à propos d'Isabelle, n'est-ce pas? Tu ne l'as toujours pas surmontée. » « Ce n'est pas quelque chose qu'on surmonte, Charles. C'est quelque chose avec quoi on apprend à vivre. » L'éditeur acquiesça, compréhensif. « Et Marine? Elle grandit, elle dessine, chaque jour plus semblable à sa mère. Et toi, à part ne pas écrire, qu'as-tu fait ?» La question prit Thomas au dépourvu. Qu'avait-il fait ces 5 dernières années, hormis élever Marine et pleurer l'absence d'Isabelle? Sa vie s'était résumée à survivre, jour après jour, sans se permettre de nouveaux rêves ou possibilités. C'est en train de réapprendre certaines choses, répondit-il pensant à Rachel, au café Méditerranée, aux petits changements qui commençaient à colorer son existence monochrome. Pendant ce temps, sur la terrasse du café, Rachel était surprise par le talent naturel de Marine. La fillette avait un regard aiguisé pour les détails et une capacité impressionnante à capturer les expressions. « Je veux vous dessiner », déclara Marine, après avoir conclu les exercices basiques de lumière et d'ombre. « Moi? Pourquoi? » « Ben non, parce que vous avez un visage intéressant, triste mais avec un sourire caché au coin de la bouche, et vos yeux changent de couleur selon la lumière. » L'observation astucieuse fit sourire Rachel. « Tu vois beaucoup pour quelqu'un de si jeune. Maman disait que les artistes doivent voir au-delà de l'évident. » Marine commença à esquisser le visage de Rachel avec des traits rapides et sûrs. « Papa dit aussi ça dans ses livres, que la vérité est dans les détails que la plupart des gens ne remarquent pas. » « Tu as lu les livres de ton père? » « Tous, plusieurs fois. » Marine continuait à dessiner, concentrée. « Mon préféré est Marée de septembre. C'est l'histoire d'un gardien de phare qui tombe amoureux d'une biologiste marine qui étudie les tortues sur l'île où il vit. C'est triste et beau en même temps. C'est aussi mon préféré, confessa Rachel, se souvenant des nuits où elle s'était perdue dans les pages de ce roman, sentant les mots de Thomas comme une compagnie dans sa propre solitude. Tu savais que la biologiste du livre est inspirée par ma mère. Papa ne l'a jamais admis, mais c'est évident. Elle étudiait la biologie marine avant de devenir architecte. Cette révélation surprit Rachel. Soudain, des fragments du roman prirent une nouvelle lumière dans son esprit. Le dévouement de la protagoniste, sa passion pour la mer, sa façon particulière de voir le monde. Elle avait lu, sans le savoir, un portrait littéraire d'Isabelle. « Pourquoi ton père a-t-il arrêté d'écrire, Marine ?» La fillette arrêta de dessiner, pensive. « Je crois que ces histoires venaient toujours de maman. Elle était sa muse, comme on dit dans les films,
Quand elle est partie, les histoires sont parties avec elle. La sagesse de cet enfant était déconcertante. Rachel sentit une vague d'empathie pour Thomas. Elle comprenait maintenant, plus profondément, le vide qu'il portait. Ce n'était pas seulement la perte de son épouse, mais aussi la perte de sa source d'inspiration, de sa connexion avec sa propre créativité. Et toi, pourquoi as-tu arrêté de peindre? La question directe de Marine ramena Rachel au moment présent. C'est une histoire compliquée. J'ai 9 ans, pas 4. Je peux comprendre des histoires compliquées. Rachel sourit, reconnaissant la détermination dans le regard de la fillette. J'avais une exposition importante à Paris, dans la galerie la plus prestigieuse de Montmartre. C'était ma grande chance. Le soir de l'ouverture, un critique très influent a dit devant tout le monde que mon travail était dérivé et sans âme, que je ne serais jamais plus qu'une imitatrice médiocre. Et tu l'as cru? Marine semblait sincèrement indignée. Quand quelqu'un dit quelque chose comme ça devant beaucoup de personnes et que ces personnes commencent à te regarder avec pitié ou dédain, oui, c'est difficile de ne pas y croire. Mon père dit toujours que les critiques, ce sont des personnes qui n'ont pas réussi à créer leurs propres œuvres, alors ils passent leur vie à juger celles des autres. Rachel ne put s'empêcher de rire. Ton père est un homme sage. Parfois, acquiesça Marine, retournant à son dessin. D'autres fois, il est têtu comme une mule. Quand Thomas revint, des heures plus tard, il découvrit une scène qui lui coupa le souffle, Rachel et Marine côte à côte, chacune avec son chevalet peignant le coucher de soleil qui teintait d'or les eaux de la baie de Collioure. Il y avait une harmonie entre elles, une compréhension silencieuse qui n'existe qu'entre personnes partageant la même passion. « Papa !» s'exclama Marine en le voyant. « Regarde ce qu'on fait. Rachel m'a appris à mélanger les couleurs pour obtenir cet orange exact du ciel. » Thomas s'approcha observant les deux tableaux. Celui de Marine était étonnamment bon pour son âge. Couleurs vibrantes, coups de pinceau audacieux, une énergie qui débordait de la toile. Quant à celui de Rachel, il y avait quelque chose d'hypnotisant. Une mélancolie douce qui transformait le coucher de soleil non seulement en un phénomène naturel, mais en une métaphore visuelle pour la transition entre moments de la vie. « Ils sont magnifiques », dit-il, sincèrement impressionné. Tous les deux. Rachel va m'apprendre à peindre des personnes à la prochaine leçon, informa Marine enthousiaste. Elle a dit que je pouvais utiliser les peintures de maman puisque tu l'as permis. Thomas échangea un regard avec Rachel, un regard chargé de gratitude. Isabelle serait heureuse de voir ses peintures utilisées à nouveau, spécialement par Marine. Elle avait beaucoup de talent, commenta Rachel. D'après le matériel qu'elle gardait et le talent naturel de Marine, je peux imaginer comme elle était habile. Je vais te montrer. Marine courut à l'intérieur, revenant quelques instants plus tard avec un grand livre à couverture rigide. C'est son portfolio. Papa le garde dans son bureau. Thomas parut momentanément mal à l'aise, comme si cette partie de sa vie avec Isabelle était trop intime pour être partagée. Mais en voyant la fierté sur le visage de sa fille montrant le travail de sa mère, il se détendit. Peut-être était-il temps de laisser certaines portes s'ouvrir. Le portfolio révélait une artiste talentueuse, avec un regard unique sur l'architecture et la nature. Il y avait des dessins détaillés de constructions historiques, des croquis de faune et flore méditerranéenne, et, étonnamment, plusieurs portraits de Thomas, certains pendant qu'il écrivait, d'autres dormant, d'autres simplement contemplant la mer. Dans chacun d'eux, on percevait l'amour avec lequel ils avaient été créés. « Elle t'observait comme tu observes le monde dans tes livres », commenta Rachel, doucement, avec attention aux détails qui révèlent l'essence. Thomas acquiesça, incapable de parler. La perception de Rachel était précise. Isabelle disait toujours que ses dessins étaient sa façon de écrire sur lui, tout comme ses romans étaient sa façon de dessiner le monde. À la dernière page du portfolio, il y avait quelque chose qui fit Rachel retenir sa respiration, une esquisse inachevée datée de quelques jours avant le décès d'Isabelle. C'était un portrait de Thomas et Marine, ensemble regardant l'horizon. Derrière eux, il y avait la silhouette suggérée d'une troisième personne, pas complètement dessinée, mais clairement présente. « Elle savait qu'elle partait », dit Marine, pointant vers la figure inachevée. « Mais elle voulait qu'on sache qu'elle serait toujours avec nous, même sans qu'on puisse la voir. » À ce moment, quelque chose se brisa en Thomas. Des larmes silencieuses commencèrent à couler sur son visage.
les premières qu'il se permettait en présence de quelqu'un d'autre que Marine depuis les funérailles d'Isabelle. Rachel, instinctivement, posa sa main sur la sienne. C'était un geste simple mais chargé de compréhension. Elle ne dit rien, aucun mot n'était nécessaire. Ce contact disait tout: « Je comprends ta douleur, je respecte ton histoire, je suis là. » Marine observa la scène avec des yeux attentifs, capturant dans sa mémoire d'artiste ce moment de connexion entre son père et Rachel. Plus tard, quand elle serait seule dans sa chambre, elle transférerait sur le papier cet instant précis où quelque chose de nouveau commençait à naître des cendres d'une histoire interrompue. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, Thomas n'apparut pas au café Méditerranée à 1h15 du matin. À la place, il s'assit sur la terrasse de sa maison, regardant les étoiles au-dessus de la baie de Collioure, et ouvrit un nouveau carnet, non pas pour écrire des lettres à Isabelle, mais pour essayer, avec hésitation, de trouver des mots pour une nouvelle histoire qui, sans qu'il s'en aperçoive, avait déjà commencé. Les cours de peinture devinrent un rituel hebdomadaire que Marine attendait avec impatience. La terrasse arrière du café Méditerranée s'était transformée en un petit atelier improvisé, avec des toiles à divers stades d'achèvement appuyées contre les murs, des pots d'eau colorés alignés sur le rebord et l'odeur de peinture et de térébenthine imprégnant l'air. Rachel fut surprise par la rapidité avec laquelle elle recommença à prendre plaisir à peindre. C'était comme redécouvrir une langue presque oubliée. Au début, les mots venaient avec difficulté, mais bientôt le vocabulaire visuel revenait, apportant avec lui une fluidité qu'elle pensait avoir perdue pour toujours. Thomas, de son côté, commençait à apparaître plus fréquemment pendant les cours, initialement juste pour chercher Marine, puis pour observer les progrès des deux, jusqu'à ce que, graduellement, il passe des séances entières avec elle. Il s'asseyait dans un coin, son carnet sur les genoux, tantôt observant, tantôt écrivant. « Qu'est-ce que tu écris là ?» demanda Marine un après-midi, tout en nettoyant ses pinceaux. « Des notes, » répondit Thomas, évasif. « Des impressions. » Rachel remarqua qu'il était déconcerté par la question et changea rapidement de sujet, proposant un nouvel exercice à Marine, mais la curiosité demeura. S'agissait-il encore de lettres à Isabelle, ou Thomas se permettait-il enfin de créer à nouveau? La réponse vint de façon inattendue, à travers une visite qui agita la routine paisible de Collioure. « Je n'arrive pas à croire que tu habites dans ce trou perdu. » La voix stridente de Patricia Valmont résonna dans le café Méditerranée, un mercredi après-midi tranquille. « Quand Charles m'a dit qu'il t'avait trouvé ici, j'ai cru qu'il plaisantait. » Thomas, qui prenait un café en attendant que Marine termine son cours avec Rachel, pâlit visiblement en voyant la femme qui entrait dans l'établissement comme un ouragan. Grande, élégante, avec des cheveux blonds parfaitement coiffés et des vêtements de marque, Patricia contrastait complètement avec la simplicité rustique du lieu. « Patricia » murmura-t-il se levant par politesse. « Quelle surprise !»« Surprise ?» Elle rit, rejetant la tête en arrière dans un geste théâtral. « Après m'avoir ignoré pendant 5 ans, c'est tout ce que tu as à dire ?» Rachel et Marine, qui étaient sur la terrasse arrière, entendirent le remue-ménage et s'approchèrent, curieuses. « Patricia, ce n'est ni le moment ni le lieu, » dit Thomas, visiblement mal à l'aise. « Et quand serait-ce? Tu as simplement disparu, Thomas. Au sommet de ta carrière, au sommet de notre... » Elle s'arrêta en remarquant la présence de Marine. « Oh, ce doit être ta fille, comme elle a grandi. La dernière fois que je t'ai vue, tu n'étais qu'un bébé. » Marine regarda l'inconnu avec méfiance, se rapprochant instinctivement de Rachel. « Voici Patricia Valmont, » présenta Thomas, réticent, une ancienne collègue du milieu éditorial. « Collègue ?» Patricia haussa un sourcil parfaitement dessiné. « Nous étions beaucoup plus que des collègues, Thomas, et tu le sais. Ou as-tu déjà oublié? Les lancements de livres, les nuits où nous révisions tes manuscrits, les projets que nous faisions. » Un silence inconfortable s'installa dans le café. Madame Constance, percevant la tension, s'approcha avec un plateau. « Un café, madame. Nous avons aussi un gâteau de maïs tout frais. »« Non, merci, » répondit Patricia sans détacher les yeux de Thomas. « Je suis venue seulement pour une conversation rapide avec notre illustre écrivain disparu. » Thomas soupira, résigné. « Marine, pourquoi toi et Rachel ne continueriez-vous pas la leçon pendant que je parle avec Patricia ?
Nous n'en aurons pas pour longtemps. Mais papa, tout va bien, ma chérie. Ce sont juste de vieilles affaires de travail. Rachel perçut le mensonge, mais conduisit Marine gentiment vers la terrasse. La fillette, cependant, semblait perturbée, comme si la présence de cette femme représentait une menace pour le fragile équilibre qu'ils avaient construit ces dernières semaines. « Qui est-elle » demanda Marine dès qu'ils furent assez loin. « Je ne sais pas exactement, » répondit Rachel sincère, « mais elle semble être quelqu'un du passé de ton père, du temps où il écrivait et publiait encore. »« Je ne l'aime pas, » déclara Marine catégorique. Elle regarde papa comme s'il lui appartenait. La perspicacité de l'observation ne surprit pas Rachel. Marine captait toujours les nuances émotionnelles avec une précision impressionnante. « Ton père est un homme admiré, Marine. Il est naturel qu'il ait des gens de son passé qui lui manquent. Est-ce que papa te manque quand il n'est pas là ?» La question directe, typique de Marine, prit Rachel au dépourvu. « Oui, il me manque, » admit-elle, réalisant que c'était vrai. « Ton père a une présence tranquille qui fait du bien d'avoir près de soi. » Satisfaite de la réponse, Marine se reconcentra sur sa peinture, un portrait de Madame Constance qui capturait parfaitement la bonté dans les yeux de la dame. Pendant ce temps, à la table la plus éloignée du café, Thomas affrontait le passé qu'il avait laissé à Paris. « 5 ans, Thomas. 5 ans sans un mot, » disait Patricia d'une voix basse mais intense. « Tu sais à quel point tu m'as blessé, à quel point je me suis inquiété. J'avais besoin de m'éloigner de tout, Patricia, de Paris, du milieu littéraire, de nous. Je comprends que la perte d'Isabelle ait été dévastatrice, mais disparaître ainsi, couper tous les liens. » Elle étendit la main sur la table, touchant la sienne. « Nous commencions quelque chose de spécial, tu ne peux pas le nier. » Thomas retira doucement sa main. « Nous avions une amitié professionnelle, Patricia. Tu étais mon éditrice. Toute autre chose que tu as imaginé. » « Imaginé ?» Elle rit, amère. « Alors les nuits où nous restions tard à discuter de tes manuscrits, les dîners, les projets pour ta carrière internationale, tout cela était mon imagination. Nous étions amis, collègues, rien de plus. Et Isabelle le savait. » Le ton provocateur fit Thomas se raidir. « Ne déforme pas les choses. Isabelle avait totalement confiance en moi, tout comme moi en elle. » Patricia étudia le visage de Thomas, cherchant des failles dans sa détermination. « J'ai vu les brouillons de ton nouveau travail dans le bureau de Charles. Il m'a montré ce que tu lui as envoyé la semaine dernière. » Cette révélation fit Thomas pâlir. Il n'en avait pas le droit. Au contraire, la maison d'édition a toujours un contrat avec toi, tu te souviens? Charles ne fait que remplir son rôle. Elle fit une pause, calculée. « C'est bon, Thomas. Différent de ce que tu écrivais avant, plus mûr, plus dense, mais portant toujours ta marque inconfondable. » Thomas resta silencieux, déconcerté par l'exposition de quelque chose qu'il considérait comme trop intime pour être partagé. « J'ai recommencé à écrire récemment, » admit-il finalement. « Mais ce sont juste des fragments, rien de concret. Et je n'ai pas donné l'autorisation à Charles de les montrer à qui que ce soit. » Il est enthousiaste, et avec raison. Tu sais quel engouement ce serait, le retour de Thomas Rivière sur la scène littéraire? Patricia se pencha en avant, intensifiant son regard. « Je suis venu te ramener, Thomas. À Paris, à ta carrière, à moi. » De l'autre côté du café, Marine observait l'interaction avec une inquiétude croissante. Même sans entendre la conversation, elle pouvait sentir la tension entre son père et la visiteuse. « Elle va emmener papa, » dit-elle brusquement, lâchant son pinceau. « Quoi? Non, Marine, bien sûr que non, » tenta de rassurer Rachel. « Ton père ne te laisserait jamais. » Ce n'est pas ça. Elle veut le ramener à sa vie d'avant la mort de maman. Au livre, à Paris, loin de Collioure. La voix de Marine tremblait légèrement. Loin de nous. L'intuition de la fillette était si précise que Rachel sentit un pincement au cœur. Elle-même avait perçu la dynamique entre Thomas et la visiteuse, la familiarité, l'intimité de ceux qui ont partagé plus que des conversations professionnelles. « Ton père a construit une vie ici, avec toi, » dit Rachel, essayant de convaincre Marine autant qu'elle-même. « Et il semble heureux. »« Est-ce maintenant, oui, » acquiesça Marine. « Avec toi, avec moi, avec nos cours de peinture. Mais s'il se met à regretter de ne plus être célèbre, de ne plus voir ses livres dans les vitrines. » La question révélait une peur profonde, la peur de ne pas être suffisante,
que la vie simple à Collioure ne puisse pas rivaliser avec l'éclat de la carrière littéraire que Thomas avait abandonnée. Ton père t'aime plus que tout au monde, Marine. Plus que la célébrité, plus que les livres, plus que n'importe qui d'autre. Plus que toi, la question directe posée avec de grands yeux sincères fit Rachel s'étrangler. Marine, ton père et moi sommes juste... Vous. Vous aimez bien, interrompit la fillette avec la certitude des enfants. Je vois comment il te regarde quand tu peins. C'est de la même façon qu'il regardait maman dans ses dessins. Rachel sentit son visage s'échauffer. C'était vrai que quelque chose grandissait entre elle et Thomas. Quelque chose de délicat, non déclaré mais palpable. De petits gestes, des regards qui s'attardaient, des conversations qui s'étendaient au petit matin au café après la fermeture. Mais il y avait aussi le poids de son histoire avec Isabelle, la responsabilité de ne pas compliquer davantage la vie émotionnelle de Marine. « Ton père et moi sommes des amis qui apprennent à mieux se connaître », répondit-elle prudemment. « Et quoi qu'il arrive entre nous, rien ne changera l'amour qu'il a pour toi. » À la table du café, Thomas mettait un point final à sa conversation avec Patricia. « Ma vie est ici maintenant, avec Marine. J'ai recommencé à écrire, oui, mais à mon propre rythme, selon mes propres conditions. »« Et cette serveuse ?» demanda Patricia avec un léger dédain. « Charles a mentionné que tu semblais assez proche d'elle. » Rachel n'est pas seulement une serveuse. C'est une artiste talentueuse qui aide Marine à développer ses dons et qui t'aide à surmonter Isabelle, visiblement. La cruauté du commentaire fit Thomas se lever brusquement. « Notre conversation est terminée, Patricia. Je te remercie de ta visite, mais j'ai des engagements maintenant. » Patricia se leva également, ajustant son sac de luxe sur son épaule. « Réfléchis à ce que j'ai dit, Thomas. Paris te manque. Je te manque. » Elle s'approcha, déposant un baiser sur sa joue, trop près de la bouche. « Je serai au Grand Hôtel jusqu'à dimanche. Tu sais où me trouver. » Après la sortie théâtrale de Patricia, le café tomba dans un silence pesant. Thomas resta immobile quelques instants, comme s'il traitait ce qui venait de se passer. Puis il marcha lentement vers la terrasse où Rachel et Marine feignaient de se concentrer sur leur peinture. « Désolé pour l'interruption, » dit-il, essayant de paraître décontracté. « Patricia est intense. C'était ta petite amie ?» La question directe de Marine fit Thomas s'étrangler. « Non, bien sûr que non. Elle était mon éditrice à Paris, nous travaillions ensemble. »« Elle voulait être ta petite amie, » affirma Marine, avec conviction. « Ça se voyait à sa façon de te regarder. » Thomas échangea un regard gêné avec Rachel, qui essayait de cacher un sourire. « Les choses sont plus compliquées dans le monde des adultes, Marine, » expliqua-t-il, s'asseyant entre les deux. « Parfois, les gens confondent l'admiration professionnelle avec d'autres types de sentiments. »« Elle va t'emmener ?» La vulnérabilité dans la voix de Marine fit le cœur de Thomas se serrer. « Personne ne m'emmènera nulle part, » assura-t-il, embrassant sa fille. « Ma place est ici, avec toi. »« Et avec Rachel ?» insista Marine, regardant de l'un à l'autre. Le silence qui suivit était chargé de significations non dites. Rachel sentit son visage s'échauffer à nouveau, incapable de détourner les yeux de Thomas. « Oui, » répondit-il finalement, sans rompre le contact visuel avec Rachel. « Avec vous deux, si elle le veut. » Ce soir-là, après avoir couché, Marine Thomas fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il alla jusqu'à la bibliothèque du salon et en retira un exemplaire usé de Marée de septembre, son roman le plus acclamé. Il feuilleta les pages jaunies par le temps, redécouvrant des phrases et paragraphes qu'il avait écrits dans une autre vie. Sur la page de dédicace, les mots qu'il avait écrits pour Isabelle, « Pour toi qui m'a appris à voir l'extraordinaire dans l'ordinaire, l'éternel dans l'éphémère et l'amour en toutes choses. » Il ferma le livre et alla jusqu'au bureau où un nouveau manuscrit commençait à prendre forme. Les mots venaient encore avec difficulté, mais ils venaient non plus comme des lettres pour un passé irrécupérable, mais comme une nouvelle histoire encore sans nom sur les recommencements et les secondes chances. Dans sa chambre, Marine ouvrit le tiroir de sa table de chevet et en retira une enveloppe jaunie. À l'intérieur, une lettre qu'elle avait trouvée des mois auparavant, cachée parmi les livres de sa mère. Une lettre qu'elle n'avait encore montrée à personne, pas même à son père. La calligraphie délicate d'Isabelle couvrait la page, avec des mots que Marine connaissait déjà par cœur. « Ma petite Marine,
Quand tu trouveras cette lettre, je serai probablement déjà parti. Il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas changer, même si on le souhaite ardemment. Mais il y a quelque chose que je veux que tu saches. Ton père est l'homme le plus capable d'aimer que j'ai jamais connu. Et cet amour, maintenant concentré, sur toi pourra un jour s'étendre à nouveau. Quand cela arrivera, n'aie pas peur, ne te sens pas coupable. Le cœur a une capacité infinie de grandir, et de nouvelles personnes dans notre vie ne diminuent pas l'espace de celles que nous avons déjà aimées. Elles augmentent seulement la taille de l'amour que nous sommes capables de ressentir. Je serai toujours avec vous, non comme une ombre du passé, mais comme une lumière qui bénit l'avenir, avec tout mon amour, maman. Marine plia soigneusement la lettre et la remit dans l'enveloppe. Peut-être était-il temps de partager ces mots avec son père. Et peut-être, juste peut-être, Rachel était-elle exactement la personne que sa mère avait prévue dans sa sagesse finale. La visite de Patricia avait laissé des marques subtiles, mais perceptibles, dans la dynamique qui s'était établie entre Thomas, Rachel et Marine. Comme des vagues après l'impact d'une pierre dans l'eau, des cercles d'inquiétude se propageaient silencieusement. Thomas semblait plus pensif, parfois absent même quand il était physiquement présent. Rachel, de son côté, essayait de dissimuler une insécurité croissante, se questionnant sur sa place dans la vie de cet homme avec un passé si dense et une carrière en sommeil qui, visiblement, commençait à se réveiller. Un dimanche matin, 2 semaines après la visite de Patricia, Marine surprit son père avec une demande inhabituelle. « Je veux aller au cimetière visiter maman. » Thomas, qui préparait le petit déjeuner, faillit laisser tomber la tasse qu'il tenait. Depuis l'enterrement d'Isabelle, Marine n'avait jamais demandé à visiter la tombe de sa mère. En fait, pendant longtemps, la fillette ne mentionnait même pas directement l'absence maternelle, comme si, en ne parlant pas du sujet, elle pouvait éviter la réalité de la perte. « Tu es sûre, ma puce ? On peut y aller un autre jour si tu préfères. Ce n'est pas obligé d'être aujourd'hui. »« Ça doit être aujourd'hui, » insista Marine, avec une détermination qui n'admettait pas de contestation. « C'est important. » Thomas acquiesça, respectant la décision de sa fille. Ils convinrent de se retrouver dans 1 heure, temps suffisant pour que tous deux se préparent émotionnellement à cette visite. Le cimetière de Collioure se trouvait sur un terrain élevé, d'où l'on pouvait apercevoir tant le centre historique que la baie. C'était un lieu serein, avec de vieux arbres procurant de l'ombre et des oiseaux qui semblaient ne pas se soucier de la nature solennelle de l'endroit. Isabelle était enterrée dans une tombe simple, de marbre blanc, avec une plaque où l'on pouvait lire uniquement son nom, les dates de naissance et de décès, et la phrase qu'elle avait elle-même choisie, « L'amour est la seule partie de nous qui demeure ». Thomas observa Marine s'approcher de la tombe d'un pas décidé, portant un petit bouquet d'hibiscus rouges, les fleurs préférées d'Isabelle. La fillette déposa les fleurs soigneusement, et alors, à la surprise de Thomas, sortit de son sac une enveloppe jaunie. « Papa, j'ai besoin de te montrer quelque chose », dit-elle, lui tendant l'enveloppe. « J'ai trouvé ça caché dans le livre d'architecture médiévale française que maman étudiait avant de partir. » Thomas prit l'enveloppe d'une main tremblante, reconnaissant immédiatement à l'écriture d'Isabelle. Son nom était écrit sur le devant, avec la calligraphie délicate et précise qu'il avait tant de fois admirée dans des annotations et des billets laissés dans la maison. « Quand as-tu trouvé ça ?»« Il y a quelques mois, mais je ne savais pas si je devais te le montrer. Maintenant, je sais que oui. » Thomas s'assit sur le banc de pierre près de la tombe, sentant ses jambes faiblir. Il ouvrit l'enveloppe avec un soin révérencieux, comme quelqu'un qui manipule une relique sacrée. À l'intérieur, il y avait 2 lettres, une adressée, à lui, l'autre à Marine. « Tu as déjà lu la tienne ?» demanda-t-il, la voix étranglée. Marine acquiesça. « Plusieurs fois. C'est pour ça que je sais que je dois te montrer la tienne maintenant. » Thomas déplia la lettre lentement, se préparant à l'impact de retrouver, après tant de temps, les mots de la femme qu'il avait profondément aimée. La lettre était longue, écrite sur plusieurs pages, avec l'écriture d'Isabelle devenant plus tremblante au fur et à mesure du texte, témoignant de l'effort physique que cela représentait dans ces derniers jours. « Mon cher Thomas, » commençait la lettre, « si tu lis ceci, cela signifie que l'inévitable est arrivé et que je suis parti plus tôt que nous l'aurions souhaité. Il y a tant que j'aurais voulu te dire, tant de moments, que j'aurais voulu vivre à tes côtés et avec notre petite Marine. Mais la vie, dans sa sagesse parfois cruelle, a d'autres plans.
Thomas sentit les larmes couler librement sur son visage, tandis qu'il lisait les paragraphes où Isabelle rappelait des moments spéciaux de leur vie commune. Leur première rencontre au café Méditerranée, quand elle était entrée trempée par la pluie, à la nuit où il lui avait lu des extraits de son premier roman encore non publié, le jour où ils avaient découvert qu'ils seraient parents, les nuits où ils se relayaient avec Marine bébé, essayant de la faire dormir. Mais c'est en arrivant, au milieu de la lettre, que Thomas sentit comme si Isabelle était là, lui parlant directement, traversant l'abîme du temps et de l'absence. « Thomas, mon amour, tu te punis probablement d'une façon ou d'une autre. Je te connais trop bien pour ne pas savoir que tu as assumé toute la culpabilité de mon état, que tu te demandes quotidiennement si tu aurais pu faire quelque chose de différent, si tu aurais pu me sauver d'une manière ou d'une autre. La réponse est non. Il n'y avait rien à faire et tu dois accepter cela pour avancer. Pas seulement pour toi, mais principalement pour Marine, qui aura besoin d'un père entier, pas de l'ombre d'un homme consumé par la culpabilité et le deuil. » Les mots atteignirent Thomas comme un coup de poing dans l'estomac, exposant des vérités qu'il avait essayé d'ignorer pendant des années. Isabelle avait toujours eu cette capacité de voir à travers lui, de nommer ses démons les plus intimes. « Je sais aussi que tu as probablement abandonné l'écriture, » continuait la lettre, « que tu as fermé cette partie essentielle de qui tu es. Peut-être en pensant que tes histoires étaient d'une façon ou d'une autre liées à moi, que sans ma présence, les mots perdraient leur sens. Cela m'attriste profondément, mon amour. Tes livres n'ont jamais été sur moi, ils étaient sur toi, sur ta façon unique de voir le monde, de capter des nuances et de les transformer en récits qui touchent le cœur des gens. Ne permets pas que ce don se perde. Ne permets pas que mon départ fasse taire ta voix. » Thomas dut s'arrêter quelques instants, submergé par l'émotion. Marine s'approcha, s'asseyant à côté de lui sur le banc, son petit bras entourant les épaules de son père dans un geste de réconfort étonnamment mûr. Quand il put reprendre la lecture, Thomas se trouva face au passage qui, il le soupçonnait, était la véritable raison pour laquelle Marine avait décidé de lui montrer la lettre à ce moment précis. « Et enfin, mon bien-aimé, quand le temps adoucira la douleur et que tu commenceras à sentir à nouveau cette inquiétude dans ton cœur, cette envie de partager plus que la solitude, ne résiste pas, ne te sens pas coupable, ne pense pas que tu me trahis ou que tu déshonores ma mémoire. Au contraire, rien ne me rendrait plus heureuse que de savoir que tu as trouvé quelqu'un qui éveille à nouveau ta capacité d'aimer, de sourire, de vivre pleinement. Quelqu'un qui puisse être une présence féminine dans la vie de Marine, non pour me remplacer, personne n'occupera jamais ma place en tant que mère, mais pour apporter de nouveaux types d'amour et d'apprentissage à notre fille. Je demande seulement que ce soit quelqu'un d'âme sensible, qui comprenne l'art qui existe en toi et en Marine, qui respecte le passé sans le craindre. Peut-être auras-tu déjà trouvé cette personne quand tu liras cette lettre. Si c'est le cas, sache que tu as ma bénédiction, mon amour. La vie est pour les vivants, et tu dois vivre pleinement les années auxquelles nous avons droit. Les dernières pages contenaient des souvenirs, des demandes et des espoirs pour l'avenir de Marine, des conseils sur la façon de l'aider à faire face à l'absence maternelle à différentes étapes de sa vie, et finalement, un adieu chargé d'amour et de sérénité face à l'inévitable. Quand il eut fini de lire, Thomas resta silencieux de longues minutes, les pages tremblant, légèrement dans la brise qui venait de la mer. Marine, patiente, attendit que son père assimile tout ce qu'il venait de lire. « Pourquoi as-tu décidé de me montrer ça maintenant ?» demanda-t-il finalement, pliant la lettre avec soin. « À cause de Rachel, » répondit Marine, directe comme toujours. « Tu l'aimes bien, elle t'aime bien. Mais vous vous regardez tous les deux avec un air coupable, comme si vous faisiez quelque chose de mal. Maman dit ici que ce n'est pas mal. » La simplicité de la logique enfantine fit Thomas sourire au milieu des larmes. « Les choses ne sont pas si simples, Marie. » « Si, elles le sont. Ce sont les adultes qui compliquent tout. » Elle pointa la lettre. « Maman n'a pas compliqué. Elle a compris que la vie continue, même quand quelqu'un qu'on aime part. Elle voulait qu'on soit heureux. » Thomas serra sa fille dans ses bras, émerveillé par la sagesse qui émanait de cette petite personne qu'il avait aidé à élever. « Quand es-tu devenue si grande ?»« Je l'ai toujours été, » répondit-elle avec un sourire espiègle. « C'est juste toi qui ne t'en rendais pas compte. » En revenant du cimetière, Thomas se sentait différent, comme si un poids
énorme avait été retiré de ses épaules. Les mots d'Isabelle lui avaient accordé une absolution dont il ne savait pas qu'il avait si désespérément besoin. Non seulement la permission d'aller de l'avant romantiquement, mais aussi de reprendre son écriture, sa véritable vocation. Cet après-midi-là, Marine insista pour aller au Café Méditerranée, même si ce n'était pas jour de cours de peinture. Thomas comprit l'intention de sa fille, mais ne la contraria pas. Peut-être était-il vraiment temps d'être honnête avec ses sentiments. Ils trouvèrent Rachel sur la terrasse arrière, travaillant sur une nouvelle toile, un portrait de Marine qui capturait parfaitement la dualité de la fillette. La maturité précoce dans les yeux, l'innocence enfantine dans le sourire. « Je ne vous attendais pas aujourd'hui », dit-elle surprise mais visiblement heureuse de la visite inattendue. « On est allé visiter maman au cimetière », annonça Marine sans détour, et papa a lu une lettre importante qu'elle avait laissée. Rachel regarda Thomas, confuse par l'information et incertaine sur la façon de réagir. Il semblait différent, plus léger, plus présent, comme si quelque chose de fondamental avait changé en lui. « Marine, pourquoi n'irais-tu pas aider Madame Constance à la cuisine ? Elle faisait ces truffes au chocolat que tu adores. » suggéra Thomas ayant besoin d'un moment seul avec Rachel. La fillette sourit complice et courut à l'intérieur, laissant les adultes seuls sur la terrasse ensoleillée. « Tout va bien ?» demanda Rachel, préoccupée par l'intensité dans le regard de Thomas. Il s'approcha, prenant ses mains entre les siennes, un geste simple mais chargé de signification, le premier contact physique délibéré qu'il initiait depuis qu'ils se connaissaient. « Isabelle a laissé une lettre », expliqua-t-il, la voix plus ferme qu'il ne l'espérait. « Une lettre que Marine a trouvée il y a des mois, mais qu'elle a décidé de me montrer seulement aujourd'hui. »« Que disait-elle » Rachel demanda doucement, percevant que quelque chose de profondément significatif s'était produit. Beaucoup de choses. Des souvenirs, des conseils, des espoirs pour l'avenir de Marine, mais aussi, il fit une pause, cherchant les mots justes, aussi sa bénédiction pour que j'aille de l'avant, pour que je me permette d'aimer à nouveau quand je serai prêt. Les yeux de Rachel s'écarquillèrent légèrement, comprenant les implications de cette révélation. « Et vous l'êtes ? Prêt, je veux dire. »« Je découvre que oui, » répondit Thomas se permettant un sourire sincère. « Grâce à vous, grâce à Marine, grâce à Isabelle elle-même, qui même absente a trouvé un moyen de me libérer de la culpabilité qui me consumait. » Culpabilité de quoi ? D'être vivant, de pouvoir encore sentir, de découvrir que mon cœur est encore capable de s'accélérer quand une certaine serveuse artiste entre dans la pièce, répondit-il avec une honnêteté qui les surprit tous les deux. Rachel sentit son visage s'échauffer, mais ne détourna pas le regard. J'ai ressenti quelque chose de similaire, et je me sentais aussi coupable, comme si j'étais en train d'envahir un espace sacré. Isabelle a écrit sur ça aussi, sur comment elle espérait que je trouverais quelqu'un d'âme sensible, qui comprenne l'art qui existe en moi et en Marine, qui respecte le passé sans le craindre. Il serra doucement les mains de Rachel. On dirait qu'elle vous a prévu. Je n'essaierai jamais de la remplacer, vous le savez, n'est-ce pas? Ni pour vous, ni pour Marine. Bien sûr que non, personne ne le pourrait, mais cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas de place pour quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, mais tout aussi précieux. De la porte de la terrasse, Marine observait la scène avec un sourire satisfait, les mains sales de chocolat trahissant que les truffes de Madame Constance avaient été dûment testées. À ses côtés, la dame âgée souriait également, ses yeux expérimentés reconnaissant la naissance de quelque chose de beau. « Enfin, » murmura Madame Constance, « j'ai cru qu'ils mettraient encore 6 mois, têtus comme ils sont. »« Les adultes sont compliqués, » acquiesça Marine avec un soupir exagéré d'exaspération. Sur la terrasse, inconscient des observateurs, Thomas et Rachel conversaient avec une nouvelle liberté, partageant peurs et espoirs, établissant les contours délicats de ce qui commençait à fleurir entre eux. Il n'y avait pas de précipitation, ni d'attente grandiose, seulement la compréhension mutuelle que parfois la vie offre des secondes chances quand on s'y attend le moins. « J'ai besoin de vous montrer quelque chose, » dit Thomas, après un long moment de conversation. « Je n'en ai parlé à personne encore, pas même à Marine, mais j'ai recommencé à écrire, vraiment. »« Un nouveau roman ?» demanda Rachel, sincèrement intéressée. « Oui, c'est encore au début, mais les mots reviennent. Différents d'avant, plus mûrs peut-être. C'est une histoire sur les recommencements,
sur trouver la beauté après la tempête. Ça semble approprié, commenta Rachel avec un sourire doux. J'ai hâte de lire. Vous serez la première, promit-il. Mais en échange, je veux voir vos nouvelles toiles, celles que vous peignez au milieu de la nuit quand vous pensez que personne ne regarde. Rachel écarquilla les yeux, surprise. Comment? Savez-vous pour elle? Madame Constance me l'a dit. Elle m'a raconté qu'après la fermeture, quand tout le monde part, vous restez à peindre jusqu'à l'aube. Il sourit, compréhensif. Art nocturne, création dans la solitude. Je connais bien ce processus. Ce ne sont que des expérimentations, esquiva-t-elle. Rien de prêt à être vu. L'art n'est jamais vraiment prêt, juste abandonné dans un état acceptable, cita Thomas. Leonardo da Vinci a dit quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. En fait, c'était Paul Valéry, corrigea Rachel souriant. Pour un écrivain, vous confondez pas mal vos références. Je suis rouillé, admit-il, riant. Une raison de plus de vous avoir près de moi, pour me maintenir culturellement à jour. Le commentaire, léger et décontracté, portait une promesse implicite d'avenir partagé, de chemins qui s'entrelacent. Rachel sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine, non pas la passion irrésistible des romans que Thomas écrivait, mais quelque chose de plus durable, de plus mûr. La sensation de trouver un port sûr après une longue tempête. D'ici. L'autre côté de la terrasse, Marine décida finalement d'interrompre le moment, courant vers eux avec l'énergie typique de l'enfance. « Vous avez assez parlé ? Parce que j'ai eu une idée géniale pour notre prochaine peinture. » Thomas et Rachel échangèrent un regard complice, tous deux reconnaissant que quel que soit le chemin qu'ils décideraient de parcourir ensemble, Marine serait toujours le centre, la priorité, le lien le plus précieux. « J'ai hâte d'entendre. »« Son » répondit Rachel, faisant de la place pour que la fillette s'asseye entre eux. Et ainsi, sous le soleil doux de Collioure, trois âmes marquées par des pertes différentes commençaient à entrevoir la possibilité d'une nouvelle configuration. Familiale, non pas pour remplacer ce qui avait été perdu, mais pour honorer le passé tout en construisant, coup de pinceau par coup de pinceau, mot par mot, un avenir inattendu, mais plein de promesses. La nouvelle se répandit rapidement dans Collioure, comme c'est souvent le cas dans les petites villes où même le vent semble murmurer des secrets. Thomas Rivière, l'homme réservé que tous connaissaient seulement comme le père dévoué de Marine, était en réalité un écrivain acclamé. Et plus encore, non seulement il écrivait à nouveau, mais il était aussi romantiquement impliqué, avec Rachel, la serveuse artiste du café Méditerranée. Les spéculations allaient des théories conspirationnistes. Il se cachait à cause d'un scandale littéraire. Aux romances inventées, on dit qu'elle est une muse mystérieuse apparue de nulle part pour l'inspirer. La vérité, comme toujours, était à la fois beaucoup plus simple et beaucoup plus complexe. Rachel et Thomas avaient décidé de construire leur relation calmement, respectant le rythme de chacun et surtout les besoins émotionnels de Marine. Ils ne vivaient pas ensemble, ne faisaient pas de grands projets pour l'avenir, mais étaient présents dans la vie l'un de l'autre de façon significative et constante. Les cours de peinture s'étaient développés. Maintenant, ce n'était plus seulement Marine et Rachel qui peignaient sur la terrasse arrière du café, mais aussi d'autres habitants de Collioure qui, inspirés par la renaissance artistique dont ils étaient témoins, souhaitaient explorer leur propre créativité. Madame Constance, observant le succès de l'initiative, suggéra qu'ils transforment l'entrepôt désaffecté à côté du café en un petit atelier communautaire. « Tu pourrais donner des cours réguliers », proposa la dame à Rachel, tandis qu'elle préparait le petit déjeuner. « Demander des frais modestes, ce serait bon pour toi et pour la ville. » Rachel hésita. L'idée de s'assumer à nouveau comme artiste, de se positionner comme quelqu'un capable d'enseigner et d'influencer, éveillait encore des insécurités profondes. « Je ne sais pas si je suis prête pour ça, Madame Constance. Une chose est d'aider Marine, une autre est de m'exposer de cette façon. Ma chérie, tu t'exposes déjà chaque fois que tu mets un pinceau sur la toile. La différence, c'est que maintenant d'autres personnes pourraient bénéficier de ton talent. » La dame fit une pause, ajustant ses lunettes pour mieux observer la jeune femme. « De quoi as-tu vraiment peur? Ce n'est pas l'échec, n'est-ce pas ?» Rachel soupira, reconnaissant la perspicacité de la femme qui était devenue une figure maternelle dans sa vie. « J'ai peur d'être déçue à nouveau, de m'enthousiasmer, de croire,
Et puis de découvrir que je ne suis pas à la hauteur, comme c'est arrivé à Paris. Exactement. J'ai construit tant de rêves, j'ai tout investi, financièrement et émotionnellement, dans cette exposition, et il a suffi d'une critique négative pour que tout s'effondre. Madame, Constance secoua la tête, désapprobatrice. Et tu as donné à un seul homme le pouvoir de définir ta valeur en tant qu'artiste? La question atteignit Rachel comme une gifle douce, la réveillant à une vérité qu'au fond, elle connaissait déjà. Elle avait permis à l'opinion d'un critique arrogant de faire taire sa voix créative pendant des années. Quand tu sers du café ici, Rachel, et que quelqu'un ne l'aime pas, tu arrêtes d'en faire pour tous les autres clients? Continua la dame, implacable dans sa logique simple et précise. Bien sûr que non. Alors pourquoi ferais-tu ça avec ton art? Pourquoi priverais-tu le monde, et surtout toi-même, de quelque chose qui t'apporte tant de joie, simplement parce qu'une personne n'a pas su l'apprécier? La conversation fut interrompue par l'arrivée de Thomas, amenant Marine pour une autre leçon de peinture. La fillette courut embrasser Rachel, tandis qu'elle narrait avec animation les plans pour la leçon du jour. On va peindre la mer. Aujourd'hui, papa a dit qu'on peut aller à la plage du Bord-à-Mar pour avoir la vue parfaite. Les yeux de Marine brillaient d'enthousiasme. Et il va apporter son carnet de notes parce qu'il a dit que notre peinture pourrait inspirer une scène de son nouveau livre. Thomas s'approcha, souriant devant l'excitation de sa fille. Si ce n'est pas trop dérangeant pour toi, Rachel, je sais qu'on avait prévu de peindre ici aujourd'hui. Je trouve que c'est une idée merveilleuse, répondit-elle, lui grandant son sourire. Puis, se tournant vers Madame Constance, elle ajouta « Et quand nous reviendrons, je veux discuter de cette idée d'atelier. Je pense que vous pourriez avoir raison. » Le sourire de la dame s'élargit, satisfait. « J'ai généralement raison, ma chérie. C'est toi qui mets du temps à t'en apercevoir. » La plage du Bord-à-Mar, avec ses eaux calmes et son sable clair, offrait une vue parfaite de la baie de Collioure. Ils installèrent les chevalets à l'ombre de pins parasols, avec la mer bleu-vert devant eux et les montagnes des Pyrénées en arrière-plan, créant un cadre d'équilibre parfait entre eau, terre et ciel. Tandis que Rachel aidait Marine à préparer les peintures, lui enseignant à mélanger les tons exacts pour capturer les nuances de la mer méditerranéenne, Thomas observait la scène, absorbant chaque détail. Le vent doux qui ébouriffait leurs cheveux, la concentration sur le visage de sa fille, la patience et la délicatesse dans les gestes de Rachel. Dans son carnet, les mots coulaient avec une facilité qu'il n'avait pas expérimentée depuis des années. Il y a des personnes qui entrent dans nos vies, non pour combler des vides, mais pour montrer que certains espaces n'ont jamais été vraiment vides, juste endormis, attendant le toucher juste pour s'éveiller. Julien observait Laure enseigner à sa fille à capturer la mer en peinture et toile et comprenait finalement que le cœur n'était pas un récipient de capacité limitée mais un univers en constante expansion. « À quoi penses-tu » La voix de Rachel interrompit ses pensées. Elle s'était approchée silencieusement, laissant Marine concentrée sur son travail. « À combien la vie est imprévisible » répondit Thomas, fermant son carnet. « Il y a 3 mois, je me considérais juste comme un père veuf, essayant d'élever sa fille du mieux possible, cohabitant avec des fantômes et des regrets. Maintenant, j'écris à nouveau, je vois Marine s'épanouir comme artiste, et encouragea Rachel, quand il hésita, et je redécouvre des parties de moi que je pensais perdues à jamais, grâce à toi. » Rachel s'assit à côté de lui sur le sable, leurs mains se trouvant naturellement. « Je pense que nous avons fait cela l'un pour l'autre. Tu m'as aussi aidé à redécouvrir l'artiste que j'avais fait taire en moi. » En parlant de ça, Thomas hésita brièvement. « Charles m'a appelé hier. La maison d'édition est officiellement intéressée par mon nouveau manuscrit. Ils veulent que j'aille à Paris la semaine prochaine pour discuter des détails. » Une ombre passa rapidement sur le visage de Rachel. « C'est merveilleux, Thomas. Tu mérites cette reconnaissance. » Mais il la connaissait assez, bien pour percevoir la préoccupation non exprimée. « Il n'y a pas de « mais ». Je suis sincèrement heureuse pour toi. » Elle fit une pause, choisissant soigneusement ses mots. « Je me demande juste comment ce sera quand tu retourneras sous les projecteurs. Si Collioure continuera à être suffisant, si nous continuerons à être... » « Suffisant ?» compléta-t-il, serrant doucement sa main. « Rachel, je comprends ta crainte, surtout après la visite de Patricia. Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose.
Je ne recommence pas à écrire pour retrouver la célébrité ou le succès. J'écris parce que, grâce à toi et à Marine, j'ai redécouvert que les histoires sont ma façon de traiter le monde. Et ce livre, plus que tout autre que j'ai écrit, parle de trouver la beauté dans l'inattendu, de reconstruction après la perte. Il parle de nous, d'une certaine façon. Les mots de Thomas apaisèrent une partie des insécurités. De Rachel, mais une question persistait. Et Patricia, elle sera là, n'est-ce pas? Probablement. Elle est toujours éditrice senior de la maison. Thomas maintint son regard ferme dans le sien. Mais ce qui existait entre nous, ou ce qu'elle imaginait exister, appartient au passé. Mon présent et j'espère mon avenir sont ici, avec Marine et avec toi si tu le souhaites. Avant que Rachel ne puisse répondre, ils furent interrompus par Marine qui courait vers eux tenant sa toile encore humide. « J'ai fini, venez voir. » Le tableau était surprenant. Marine avait capturé non seulement le paysage physique de la baie, mais une qualité émotionnelle qui transcendait la technique. Il y avait de la joie dans ses coups de pinceau, une célébration de la vie qui émut tant Thomas que Rachel. « C'est incroyable, Marie », complimenta le père sincèrement. Impressionné. « Tu deviens une véritable artiste. »« Comme maman », demanda la fillette avec un mélange d'espoir et d'insécurité. « Pas comme elle », répondit Thomas soigneusement. « Ta mère avait son propre style, sa propre voix, et tu développes la tienne, tout aussi spéciale, tout aussi précieuse. » Marine sourit satisfaite de la réponse. Puis, avec cette franchise déconcertante typique des enfants, elle demanda « Vous parliez du voyage à Paris, hein? Je peux venir ?» Thomas et Rachel échangèrent des regards surpris. « Comment sais-tu pour le voyage ?» demanda Thomas. « Je t'ai entendu parler au téléphone hier soir. Et après, j'ai un peu pleuré parce que j'ai pensé que tu allais partir comme la femme blonde l'avait dit. Mais après, je me suis souvenu de la lettre de maman et j'ai compris que c'était idiot. » La maturité avec laquelle Marine affrontait ses peurs surprenait toujours les adultes autour d'elle. Thomas serra sa fille dans ses bras, ému par sa résilience. « Bien sûr que tu peux venir avec moi. En fait, je pensais que nous pourrions transformer ça en un petit voyage. J'ai la réunion à la maison d'édition, mais après nous pourrions visiter des musées, des galeries. »« Rachel vient aussi ?» interrompit Marine, regardant avec espoir d'un adulte à l'autre. Ce fut au tour de Rachel d'être surprise. « Moi ? Je ne sais pas si ce serait approprié, Marie. C'est un engagement professionnel de ton père et... »« S'il te plaît, » insista la fillette, « ce serait parfait. On pourrait visiter cette fameuse galerie à Montmartre dont tu parles toujours. Et qui sait, tu pourrais montrer tes peintures aux gens là-bas. » L'enthousiasme de Marine était contagieux, mais touchait aussi des points sensibles pour Rachel. L'idée de retourner à Paris, de revisiter le lieu de sa plus grande déception professionnelle était intimidante. D'un autre côté, la perspective de le faire aux côtés de Thomas et Marine, avec leur soutien et leur affection, offrait une opportunité d'exorciser d'anciens fantômes. « Je pense que c'est une excellente idée, » commenta Thomas, percevant l'hésitation de Rachel. « Mais seulement si tu te sens à l'aise, bien sûr. » Rachel regarda les deux. L'homme qui avait inopinément apporté une nouvelle lumière dans sa vie et la fillette qui avait conquis son cœur avec sa sagesse précoce et son talent naturel. Elle sentit un élan de courage qu'elle n'avait pas expérimenté depuis des années. « Tu sais quoi? Oui, je viens. Il est temps d'affronter certaines peurs. » Le sourire de Marine illumina la plage. « Ce sera le meilleur voyage de tous. Et quand on reviendra, on pourra faire cet atelier dont Madame Constance a parlé. Elle m'a raconté son plan. » « Bien sûr qu'elle l'a fait, » rit Rachel, déjà habituée au réseau de communication efficace qui s'établissait autour de Marine. « Il semble que tout le monde conspire pour me faire reprendre la peinture sérieusement. »« C'est parce que tu es douée pour ça, » répondit Marine avec simplicité. « Et quand les gens sont doués pour quelque chose qui les rend heureux, ils devraient le faire tout le temps. »« Tu parles comme si c'était si simple, » commenta Rachel. « C'est le cas, » insista la fillette. « Ce sont les adultes qui compliquent tout. » Ce soir-là, après avoir ramené Marine à la maison, Thomas retourna au café Méditerranée. C'était son heure habituelle, 1h15 du matin. Mais cette fois, il ne venait pas seulement pour son rituel solitaire. Il venait pour enfin connaître les peintures nocturnes de Rachel, celles qu'elle créait dans les heures silencieuses entre la fermeture du café et l'aube. Elle l'attendait sur la terrasse arrière, nerveuse mais déterminée. Au centre de l'espace couverte par un tissu, se trouvait une toile grande,
plus grande que toutes celles qu'ils avaient utilisées dans les cours avec Marine. « Je n'ai montré ça à personne, » dit Rachel quand Thomas s'approcha. « Pas même à Madame Constance, qui respecte suffisamment ma vie privée pour ne jamais entrer ici après que je ferme le café. »« Je me sens honoré par ta confiance, » répondit-il, comprenant l'importance du moment. D'un geste décidé, Rachel retira le tissu révélant la peinture. Thomas sentit son souffle se bloquer un instant. La toile montrait l'intérieur du café Méditerranée pendant la nuit, éclairé seulement par la lumière douce de quelques lampes. À la table du coin, près de la fenêtre, il était là, écrivant dans son carnet, avec une tasse de café et une assiette avec du gâteau de maïs devant lui. Il y avait une qualité presque magique dans la façon dont la lumière et les ombres s'entrelaçaient, créant une atmosphère d'introspection profonde, d'intimité silencieuse. Mais le plus impressionnant était l'expression capturée sur son visage, un mélange complexe de mélancolie, de concentration et, étonnamment, d'espoir. « C'est ainsi que tu me vois ?» demanda Thomas, ému. « C'est ainsi que tu es, » répondit Rachel, « du moins dans les nuits, quand tu penses que personne n'observe. » Il y avait d'autres toiles appuyées contre le mur que Rachel révéla une à une, Marine concentrée sur ses dessins, Madame Constance pétrissant, de la pâte à pain dans la cuisine du café, le port de Collioure à l'aube avec des pêcheurs préparant leur bateau, et finalement, un autoportrait qui montrait Rachel devant un miroir, moitié du visage éclairé, moitié dans l'ombre. « Ce sont mes confessions nocturnes, » expliqua-t-elle. « Ma façon de traiter ce que je ressens, ce que je vois, ce que je vis. Elles sont extraordinaires, » dit Thomas, sincèrement impressionné. « Tu as un don rare, Rachel. La capacité de capturer non seulement l'apparence des personnes et des lieux, mais leur essence. C'est ce que tu fais avec les mots, » observa-t-elle. « Peut-être est-ce pour cela que nous nous comprenons si bien. Nous parlons des langues, ça différentes, mais nous exprimons les mêmes vérités. » Rachel s'approcha prenant ses mains entre les siennes. « J'ai peur du voyage à Paris, Thomas. Peur de revisiter ce lieu d'échec et d'humiliation. Mais je veux y aller, pour toi, pour Marine et surtout pour moi-même. Paris ne sera plus un lieu d'échec pour toi, promit-il. Cette fois, tu ne seras pas seul. » Cette nuit-là, assis sur la terrasse sous le ciel étoilé de Collioure, Thomas partagea avec Rachel les premiers chapitres de son nouveau roman. C'était l'histoire d'un photographe qui avait perdu la vue et d'une peintre qui ne pouvait plus voir les couleurs, tous deux aidés par une enfant qui leur apprenait à voir le monde de façon nouvelle et inattendue. « C'est notre histoire », réalisa Rachel en écoutant les extraits. « Transformée, réinventée, mais toujours reconnaissable. Toute fiction naît de la vérité, » répondit Thomas, « et certaines vérités sont trop belles pour ne pas être racontées. » Quand le ciel commença à s'éclaircir, annonçant l'aube, tous deux restèrent sur la terrasse, mains entrelacées, contemplant l'horizon qui se transformait graduellement. Il n'y avait pas de précipitation ni de mots nécessaires, juste la certitude partagée que parfois les fins ne sont que de nouveaux commencements déguisés, et les histoires les plus belles sont celles qui nous prennent complètement par surprise. Paris accueillit les trois voyageurs de Collioure avec son habituelle indifférence chaotique. Les gratte-ciel, le trafic incessant et le rythme accéléré de la métropole contrastaient drastiquement avec la tranquillité de la ville historique qu'ils avaient laissée derrière eux. Pour Marine, c'était une aventure excitante. Pour Thomas, un retour inévitable au monde qu'il avait abandonné. Pour Rachel, une confrontation nécessaire avec les fantômes du passé. Ils se logèrent dans un hôtel du quartier Saint-Germain-des-Prés, zone élégante et arborée qui offrait un répit au milieu de l'agitation urbaine. La réunion de Thomas à la maison d'édition était prévue pour le lendemain matin, ce qui leur donna le temps pour une petite exploration de la ville. « Je veux voir où Rachel faisait ses peintures avant », déclara Marine, tandis qu'ils marchaient dans le jardin du Luxembourg. « On peut aller dans son ancien atelier ?» Rachel hésita. Son atelier avait été une minuscule chambre de bonne dans une pension à Montmartre, convertie de façon improvisée en espace de travail. Après l'exposition désastreuse, elle avait quitté les lieux à la hâte, laissant derrière elle matériel, toiles inachevées et, d'une certaine façon, une partie d'elle-même. « Je n'ai plus l'atelier, Marie », expliqua-t-elle doucement. « Quand j'ai décidé de retourner à Collioure, j'ai tout laissé derrière moi. » Tout, les yeux de la fillette s'écarquillèrent, incrédules.
Même les peintures? Surtout les peintures, confirma Rachel, sentant une pointe de regret qu'elle n'attendait pas. À l'époque, cela semblait la seule chose à faire. Je voulais de la distance avec tout ce qui me rappelait l'échec. Mais, et si certaines peintures étaient bonnes? Et si les gens n'ont simplement pas su voir? La question innocente de Marine portait une sagesse qui toucha Rachel profondément. Combien d'œuvres potentiellement précieuses avait-elle abandonnées dans son élan de fuite? Combien d'expressions de son âme avait-elle reniées simplement parce qu'une voix externe les avait dévalorisées? Je crois que j'ai commis une erreur, admit Rachel, regardant Thomas, qui suivait la conversation en silence compréhensif. J'aurais dû en apporter au moins quelques-unes, pour me rappeler qui j'étais, d'où je venais. On peut aller voir si elles sont toujours là, suggéra Marine, pleine d'espoir. Peut-être que la personne qui a pris la chambre les a gardées. Thomas intervint gentiment. Marie, ça fait probablement très longtemps. Les chances que les peintures soient encore là sont minces. Mais, et si elles y étaient? Insista la fillette, avec cet optimisme têtu qui était sa marque de fabrique. Ça ne coûte rien d'essayer. C'est ainsi qu'au lieu de visiter des musées renommés ou des galeries prestigieuses comme ils l'avaient prévu, ils se retrouvèrent à marcher dans les rues colorées de Montmartre, à la recherche de l'ancienne pension où Rachel avait vécu. Méliard. Quartier bohème avait considérablement changé ces dernières années. Des cafés hipsters et des boutiques conceptuelles avaient remplacé beaucoup des établissements plus simples et authentiques. Mais à la surprise de Rachel, la pension Madame Aurore était toujours là, avec sa façade jaune délavée et la même enseigne discrète. « Je n'y crois pas », murmura-t-elle, s'arrêtant devant le bâtiment de 3 étages. Je pensais qu'elle aurait déjà été démolie pour faire place à quelque immeuble moderne. Entrons. Marine tirait déjà la main de Rachel vers la porte. La réception était restée pratiquement identique. Le même comptoir en bois sombre, les mêmes plantes exubérantes dans les coins et, au complet étonnement de Rachel, la même dame, aux cheveux gris derrière le comptoir. Madame Aurore en personne, maintenant visiblement plus âgée, mais avec les mêmes yeux vifs et le sourire accueillant. « Oui ?» redemanda la dame, ajustant ses lunettes pour mieux voir les visiteurs. « Madame Aurore ?» La voix de Rachel sortit hésitante. « C'est moi, Rachel Dupont. J'ai habité ici il y a quelques années, dans la chambre du fond que j'utilisais comme atelier. » L'expression de la dame se transforma immédiatement, s'illuminant de reconnaissance et de joie sincère. « Rachel, Sainte Vierge, c'est bien toi. J'ai pensé que je ne te reverrais jamais après ce départ précipité. » Les 2 femmes s'embrassèrent, à la surprise de Thomas et Marine, qui observaient la scène avec curiosité. « Madame Aurore, voici Thomas et Marine », présenta Rachel, émue par ces retrouvailles inattendues. « Des amis très spéciaux de Collioure, où j'habite maintenant. »« Enchanté », répondit la dame, étudiant les 2 avec un regard perspicace. Puis, se tournant vers Rachel, « Alors tu es retournée dans ta ville natale? J'ai toujours dit que tu avais une âme de petite ville, tu te souviens? Même quand tu essayais de te convaincre du contraire. » Rachel rit, surprise par la précision de l'observation. « Vous m'avez toujours mieux connu que je ne me connaissais moi-même. Et qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? Je doute que ce soit juste pour visiter une vieille logeuse curieuse. »« On vient chercher les peintures de Rachel » annonça Marine, incapable de se contenir. « Celles qu'elle a laissées. Quand elle est partie. Elles existent encore ?» La question directe fit Madame Aurore regarder attentivement la fillette, puis Rachel, avec une expression intriguée. « Tu n'as pas reçu mes lettres ?»« Lettres ?» Rachel fronça les sourcils confuses. « Quelles lettres ?»« J'ai envoyé au moins 5 lettres à l'adresse que tu avais laissée à Collioure, » expliqua la dame visiblement surprise. « Quand tu es partie si brusquement, laissant tout derrière toi, je savais que tu traversais un moment difficile. J'ai gardé tes affaires, pensant que tu reviendrais quand la poussière serait retombée. Quand j'ai compris que tu ne reviendrais pas, j'ai essayé de te contacter. » Rachel sentit un pincement au cœur. L'adresse qu'elle avait laissée était celle de l'ancienne maison de ses parents, vendue après leur décès. Elle n'était jamais retournée vérifier s'il y avait du courrier. « Je n'ai jamais rien reçu, » admit-elle, se sentant soudainement étourdie par les implications. « Vous voulez dire que mes peintures sont toutes gardées dans la réserve ?» confirma Madame Aurore avec un sourire satisfait. « Toutes, les 27 toiles, les esquisses,
Même cette série inachevée sur le marché de Rungis que tu adorais. Je n'ai pas eu le courage de m'en débarrasser. Quelque chose me disait qu'un jour tu reviendrais les chercher. Les larmes vinrent sans prévenir, embuant la vision de Rachel. L'idée que ces œuvres, expression d'une phase entière de sa vie, n'avaient pas été perdues, que quelqu'un les avait considérées assez précieuses pour les préserver, pendant des années était bouleversante. « Je peux les voir ?» demanda-t-elle, la voix étranglée. « Bien sûr, elles sont à toi après tout. » Madame Aurore conduisit le trio jusqu'à une réserve à l'arrière de la pension, une petite salle bien organisée, où, appuyée soigneusement contre le mur, se trouvaient les toiles de Rachel protégées par des tissus et du papier bulle. « J'ai tout gardé comme c'était, » expliqua la dame. « J'ai juste pris la liberté de cataloguer et de protéger adéquatement. Mon neveu est restaurateur au Louvre, tu sais. Il m'a conseillé sur la façon de les préserver correctement. Une à une, les toiles furent déballées, révélant un passé artistique que Rachel avait essayé d'oublier. C'étaient des œuvres intenses, émotionnelles, techniquement imparfaites par certains aspects, mais chargées d'une honnêteté crue qu'il était impossible d'ignorer. Des scènes urbaines de Paris, des portraits d'inconnus rencontrés dans les rues, des natures mortes qui transformaient des objets quotidiens en études de lumière et d'ombre. « Elles sont magnifiques », commenta Marine, observant avec des yeux d'artiste en formation, différentes de celles que tu fais maintenant, mais tout aussi spéciales. « La petite a raison », acquiesça Thomas, étudiant les toiles avec une admiration sincère. « Il y a une authenticité ici, une quête sincère. Celui qui n'a pas pu voir la valeur de cela ne méritait pas d'évaluer ton travail. » Rachel touchait chaque toile avec révérence, se reconnectant avec l'artiste qu'elle avait été, voyant maintenant avec des yeux plus mûrs tant les défauts que les qualités de son travail antérieur. Au lieu de la honte qu'elle s'attendait à ressentir, elle trouva une étrange paix, la sensation qu'un cercle se refermait enfin. « Il y a autre chose, » dit Madame Aurore, sortant d'une grande pochette une coupure de journal jauni. « C'est paru dans le cahier culture du Figaro, environ 3 mois après ton départ. » La coupure montrait une critique dévastatrice de l'exposition qui avait détruit la confiance de Rachel. Mais elle n'était pas du critique influent qui l'avait humiliée publiquement. C'était une réponse, écrite par un nom respecté dans le milieu artistique, défendant le travail de Rachel et critiquant durement l'arrogance myope du premier évaluateur. La jeune artiste Rachel Dupont, si prématurément écartée par certains secteurs prétendument éclairés de la critique parisienne, démontre dans son œuvre une promesse que seuls des yeux véritablement attentifs à l'innovation peuvent reconnaître, lut Thomas à haute voix. Son départ soudain de la scène artistique représente une perte significative qui, espérons-le, ne sera que temporaire. « Pourquoi n'ai-je jamais vu ça ?» demanda Rachel abasourdie par la découverte. « Comme je l'ai dit, j'ai essayé de te retrouver, » répondit Madame Aurore. « Après ça, il y a eu d'autres articles, et même une galeriste qui est venue te chercher. Hélène quelque chose, je ne me souviens pas du nom de famille. » « Hélène Marchand ?» Rachel faillit s'étrangler en prononçant le nom. « De la galerie Racine ?»« C'est ça. Elle est venue personnellement, très intéressée par ton travail. Elle a laissé sa carte et tout, mais comme je n'ai pas pu te contacter. » Thomas et Rachel échangèrent des regards significatifs. Hélène Marchand était l'une des galeristes les plus respectées du pays, connue pour son regard infaillible sur les talents émergents et son approche humanisée de l'art contemporain. « Elle a toujours sa galerie rue des Martyrs ?» demanda Rachel, sentant son cœur s'accélérer. « Oui, elle l'a même agrandi. Elle occupe maintenant tout l'immeuble, d'après ce que je sais. » Marine, qui suivait attentivement la conversation, tira la manche du pull de Rachel. « On doit y aller, aujourd'hui même. Montrer que tu as recommencé à peindre et que tu es meilleur que jamais. » L'enthousiasme de la fillette était contagieux, mais Rachel hésita. « Ce n'est pas si simple, Marie. On ne peut pas simplement apparaître sans prévenir et... »« Pourquoi pas ?» interrompit Thomas, la surprenant. « La réunion à la maison d'édition est seulement demain. Nous avons le reste de la journée libre. Le pire qui puisse arriver est qu'elle ne soit pas disponible, et dans ce cas, nous prendrons rendez-vous pour une autre fois. » Il y avait une lueur dans les yeux de Thomas que Rachel reconnut, la même qu'elle voyait quand il parlait de son nouveau roman, un mélange d'enthousiasme et de détermination qui rendait difficile de résister. « Vous êtes fou, » rit-elle, secouant la tête, complètement fou. « C'est un oui ?» demanda Marine, pleine d'espoir.
C'est un essayons, concéda Rachel, sentant une vague de courage qu'elle n'avait pas expérimentée depuis des années. Après une conversation émouvante avec Madame Aurore, au cours de laquelle ils convinrent de revenir le lendemain pour décider comment transporter les œuvres à Collioure, le trio se dirigea vers la galerie Racine, située dans une rue arborée de Montmartre. L'espace s'était, en effet, considérablement agrandi depuis la dernière fois que Rachel l'avait visité. Ce qui était autrefois une petite galerie alternative occupait maintenant un immeuble entier, avec de multiples espaces d'exposition, un café culturel au rez-de-chaussée et une librairie spécialisée en art. « Respire profondément », conseilla Thomas, percevant le nervosisme de Rachel tandis qu'il s'approchait de la réception. La réceptionniste, une jeune femme à l'apparence efficace, les informa qu'Hélène Marchand était en réunion avec des artistes pour la prochaine exposition collective, mais pourrait les recevoir brièvement dans environ 20 minutes s'ils ne voyaient pas d'inconvénient à attendre. « Bien sûr que nous attendrons », répondit Marine, avant que les adultes ne puissent dire quoi que ce soit. « Nous venons de très loin pour lui parler. » La jeune femme sourit, charmée par l'assurance de la fillette. « Et quel serait le sujet ?»« Mon amie Rachel Dupont, » annonça Marine, pointant vers une Rachel de plus en plus embarrassée, « est une artiste incroyable, qu'Hélène a cherchée il y a quelques années, mais n'a pas pu trouver. Maintenant, elle est de retour, peignant mieux que jamais, et elle a des œuvres merveilleuses à montrer. » La réceptionniste regarda Rachel avec plus d'attention, puis consulta quelque chose sur son ordinateur. Ses yeux s'écarquillèrent, légèrement. « Rachel Dupont, celle de la série Fragments urbains de 2016. »« Oui, » confirma Rachel, surprise d'être reconnue. « Veuillez patienter un moment. » La jeune femme se leva rapidement et disparut par une porte latérale. Moins de 5 minutes plus tard, une femme d'âge moyen, cheveux courts gris et lunettes à monture rouge, apparut dans le hall, regardant directement Rachel avec une expression d'étonnement et de joie. « Rachel Dupont, je n'arrive pas à y croire, » s'exclama Hélène Marchand, s'approchant les bras ouverts. « Je vous ai cherché partout. Où étiez-vous cachée toutes ces années ?»« À Collioure, » répondit Rachel, encore abasourdie par l'accueil chaleureux. « Travaillant dans un café, redécouvrant mon chemin. Et peignant, » ajouta Marine, déterminée à ne pas laisser ce détail important de côté. « Des choses magnifiques. » Hélène sourit à la fillette, puis regarda Thomas d'un air interrogateur. « Et vous devez être ?»« Thomas Rivière, » se présenta-t-il, ami de Rachel et père de cette petite défenseuse des arts. Le nom sembla éveiller quelque chose dans la mémoire d'Hélène. Thomas Rivière, l'écrivain, de Marée de septembre, lui-même, confirma-t-il, surpris d'être reconnu. Fascinant. Hélène regarda de l'un à l'autre, comme si elle connectait des points invisibles. Deux talents qui ont disparu des radars pendant des années, réapparaissant ensemble. Ça donnerait toute une histoire. Puis, se tournant spécifiquement vers Rachel, « Dites-moi que vous avez apporté des photos de votre travail actuel. » Rachel hésita. « En fait, non. C'était une décision de dernière minute de venir jusqu'ici. Mais j'ai retrouvé mes anciennes œuvres aujourd'hui, à Metz-en-Saint-Sisam, la pension où j'habitais. Madame Aurore a tout gardé. » « Aurore Perrin, cette sainte femme. » Hélène semblait de plus en plus animée. « Vous savez que nous sommes restés en contact ? Elle me prévenait toujours quand quelqu'un venait demander après vous ou vos œuvres. Je n'en avais aucune idée. Venez, allons parler dans mon bureau. J'ai annulé le reste de ma réunion dès que j'ai su que vous étiez ici. Certaines choses sont prioritaires. » Le bureau d'Hélène était un espace accueillant et éclectique, avec des murs couverts d'œuvres d'artistes émergents, beaucoup de livres et une grande table de travail remplie de catalogues et de projets. Tandis que Marine explorait, fascinée, les objets d'art éparpillés dans l'environnement, les adultes conversaient sur les années d'absence de Rachel de la scène artistique. Cette critique destructrice d'Auguste Meunier a été la chose la plus injuste dont j'ai été témoin, depuis des années. Commenta Hélène, servant du café aux visiteurs. Beaucoup d'entre nous se sont manifestés contre, mais le mal était déjà fait. Quand j'ai finalement obtenu votre contact et que je suis allé vous chercher, vous étiez déjà parti. Fawn, j'étais dans un état très fragile émotionnellement, admit Rachel. Cette exposition représentait tout pour moi, quand elle a échoué si publiquement. Mais elle n'a pas échoué, interrompit Hélène, énergique. L'opinion d'un critique amer et dépassé ne définit pas la valeur d'une œuvre.
Savez-vous combien d'artistes aujourd'hui consacrés il a détruit dans leurs premières années de carrière? C'est presque un honneur d'être sur cette liste. Thomas sourit, serrant doucement la main de Rachel sous la table. C'est exactement ce que j'ai dit. Et vous avez continué à peindre à Collioure? Demanda Hélène, se penchant en avant avec un intérêt sincère. Pas pendant longtemps, confessa Rachel. J'ai complètement arrêté pendant presque 2 ans, jusqu'à ce que je rencontre Marine et que je commence à lui donner des cours. C'était comme redécouvrir une partie perdue de moi-même. Elle fait des tableaux incroyables maintenant, intervint Marine, qui était revenue près d'eux. Surtout au milieu de la nuit, quand elle pense que personne ne... Regarde, des scènes du café, des portraits, la mer de Collioure. Ils sont différents des anciens, plus, mûrs, compléta Thomas. Plus serein, mais tout aussi intense. Hélène observait l'interaction entre les trois avec une fascination croissante. Je dois voir ces œuvres. Quand retournez-vous à Collioure? Après-demain, répondit Thomas. J'ai une réunion à la maison d'édition demain matin pour discuter de mon nouveau roman, et ensuite nous avions prévu de passer une journée de plus à visiter quelques musées avec Marine. Parfait, déclara Hélène, prenant une décision instantanée. J'irai avec vous à Collioure ce week-end. Je dois voir votre travail actuel dans l'environnement où il a été créé, Rachel. Et s'il est aussi bon que je l'imagine, je veux proposer une exposition. Une exposition? La voix de Rachel faiblit. Mais je ne sais même pas si je suis prête à... Vous l'êtes, affirmèrent Thomas et Marine à l'unisson, faisant rire tout le monde. De plus, continua Hélène avec une lueur déterminée dans les yeux, j'ai un projet pour le semestre prochain, Renaissance, artistes qui sont revenus du silence. Une exposition collective sur des créateurs qui, pour diverses raisons, ont abandonné leur art pendant des périodes significatives, puis sont revenus, transformés par l'expérience. Votre histoire est parfaite pour ce contexte. Et les peintures anciennes? Demanda Rachel, essayant encore de traiter tout ce qui se passait. Celles que Madame Aurore a gardées? Nous pouvons en inclure quelques-unes, créer un dialogue entre votre travail passé et présent, montrer l'évolution, le parcours. Hélène fit une pause étudiant l'expression de Rachel, mais seulement si vous le souhaitez, bien sûr. La décision est entièrement vôtre. Rachel regarda Thomas puis Marine, trouvant dans les deux regards le même soutien inconditionnel, la même confiance en son talent. Elle respira profondément, sentant une certitude grandir en elle. La certitude qu'elle était, finalement, prête à réclamer sa place en tant qu'artiste. « Je veux », déclara-t-elle, avec une fermeté qui la surprit elle-même. « Je veux montrer où j'ai été, où je suis allée et où je suis maintenant. » Excellent. Hélène applaudit, enthousiaste. Collioure, nous voilà. 6 mois plus tard, le café Méditerranée était méconnaissable. Les tables avaient été temporairement enlevées pour faire place à des panneaux d'exposition où des dizaines de peintures de Rachel étaient présentées. Le petit établissement, transformé en galerie improvisée, débordait de visiteurs, habitants locaux, touristes, critiques d'art et journalistes qui avaient voyagé spécialement pour l'événement. L'exposition « Nuits à Collioure, la renaissance de Rachel Dupont » était l'événement le plus commenté du circuit artistique de cette saison. L'histoire de la serveuse artiste, qui avait redécouvert sa vocation après des années de silence auto-imposé, avait capturé l'imagination du public, spécialement quand elle était entrelacée avec l'histoire parallèle de l'écrivain qui avait aussi retrouvé sa voix. Car ce n'était pas seulement Rachel qui célébrait un retour triomphal ce soir-là. À une table spéciale, des exemplaires de Café. De nuit, le nouveau roman de Thomas Rivière, était dédicacé par l'auteur, formant une file qui s'étendait dans la rue. Le dit livre, inspiré par son propre parcours de reconstruction après la perte, avait été acclamé par la critique comme son œuvre la plus mûre et émouvante. Marine circulait dans l'espace avec aisance, portant un badge officiel de assistante de l'artiste, expliquant fièrement les techniques et inspirations aux visiteurs intéressés. Dans un coin spécial de l'exposition, 3 de ses toiles étaient également présentées, un hommage de Rachel au talent précoce qui avait aidé à réveiller sa propre créativité endormie. Madame Constance, vêtue de sa meilleure robe et d'un sourire radieux, accueillait les invités avec de petites bouchées inspirées des saveurs qui avaient accompagné les nuits créatives de Rachel, incluant, bien sûr, l'emblématique gâteau de maïs qui avait uni tant de destins sous son toit. Au centre de l'exposition,
une installation spéciale attirait une attention particulière. La recréation de la table du coin du café, avec la chaise, où Thomas s'asseyait toutes les nuits, le carnet ouvert, la tasse de café, et sur le mur derrière, la première peinture que Rachel avait faite de lui, sans qu'il le sache. À côté, des pages manuscrites du roman qui avait commencé à naître durant ces nuits silencieuses. À un moment donné de la soirée, lorsque la célébration battait son plein, Thomas réussit finalement à voler quelques minutes seul avec Rachel la conduisant vers la terrasse arrière, l'endroit où tout avait véritablement commencé. « Es-tu heureuse ?» demanda-t-il, observant le visage illuminé de la femme qui avait transformé sa vie de façon qu'il n'aurait jamais imaginé possible. « Plus que je ne saurais l'exprimer, » répondit-elle, se blottissant dans son étreinte tandis qu'il contemplait le ciel étoilé au-dessus de la baie de Collioure. Pas seulement pour l'exposition, pour la reconnaissance, mais pour tout ce qui nous a amenés jusqu'ici. Ça a compris les moments difficiles. Surtout les moments difficiles, confirma Rachel. Sans eux, peut-être ne nous serions-nous jamais vraiment trouvés, ni les autres, ni nous-mêmes. Thomas acquiesça, comprenant parfaitement. Tu sais ce que Marine m'a dit ce matin, qu'Isabelle serait fière de nous tous. Elle le serait, acquiesça Rachel, avec la certitude tranquille de quelqu'un qui avait appris à cohabiter harmonieusement avec la présence d'une absence. Elle nous a réunis d'une certaine façon. Le bruit de pas précipité interrompit ce moment intime. Marine apparut sur la terrasse, les yeux brillants d'excitation. « Vous devez revenir à l'intérieur maintenant. Hélène vient d'annoncer qu'elle va emmener l'exposition à Paris le mois prochain et puis à Marseille. Et il y a des journalistes qui veulent vous interviewer tous les deux ensemble. Et l'éditeur de Papa veut discuter de la transformation de notre atelier communautaire en un projet social avec le parrainage de la maison d'édition. » Thomas et Rachel échangèrent des regards amusés face à l'enthousiasme débordant de la fillette. « Nous arrivons, petite entrepreneuse, » plaisanta Thomas caressant les cheveux de sa fille. « Nous prenions juste un moment de paix avant de retourner dans la tourmente. »« De la paix, vous en aurez beaucoup plus tard, » déclara Marine avec l'impatience caractéristique de la jeunesse. « Maintenant, c'est l'heure de célébrer. Vous le méritez, nous le méritons. » Main dans la main, les trois retournèrent à la fête. En chemin, ils passèrent devant la table où le livre d'or de l'exposition était ouvert. Rachel s'arrêta, brièvement pour lire quelques commentaires, émue par les mots d'appréciation et de reconnaissance. Sur la dernière page remplie, un message en particulier attira son attention. Écrit d'une calligraphie élégante, il disait simplement « L'amour est la seule partie de nous qui demeure, et l'art est la forme la plus pure d'amour. Merci de n'avoir renoncé à aucun des deux. » Il n'y avait pas de signature, juste un petit dessin d'un hibiscus rouge, la fleur préférée d'Isabelle. Rachel montra le message à Thomas, qui le lut en silence, les yeux humides. Puis, avec un sourire serein, il embrassa doucement le front de Rachel et prit la main de Marine. « Allons-y, dit-il, guidant les deux femmes qui avaient recoloré sa vie. Nous avons beaucoup d'histoires à raconter, beaucoup de toiles à peindre, et toute une vie devant nous pour le faire. » Cette nuit-là, tandis que la lune de Collioure illuminait la baie de sa lumière argentée, trois cœurs autrefois solitaires célébraient la plus belle des découvertes, que parfois, les fins ne sont que le début d'histoires encore plus extraordinaires. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Thomas, Rachel et Marine a touché vos cœurs. Pour continuer ce voyage émotionnel, nous avons préparé une playlist spéciale avec des histoires tout aussi captivantes sur les recommencements et les secondes chances. Trouvez-la ici, en cliquant à gauche. Si vous avez aimé cette narration, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser votre like sur la vidéo. Tous les jours, nous apportons des histoires uniques